EPISOD d'un Valmont-sur-Rivière est une ville où le temps semble ralentir, comme si chaque jour était une répétition tranquille du précédent. Les mêmes voitures passent aux mêmes heures, les mêmes rideaux s'ouvrent le matin et se ferment à la tombée de la nuit. Lucas connaît ce rythme par cœur. Il le trouve rassurant, mais au fond de lui, quelque chose lui dit que cette tranquillité n'est qu'une surface fragile. Il passe la plupart de ses fins d'après-midi dans le garage de son père, transformé en refuge personnel. Là, entouré de boîtes métalliques, de cartes griffonnées et de fils emmêlés, il travaille sur sa radio amateur. Pour Lucas, les ondes sont comme des chemins invisibles reliant des choses que personne ne prend la peine d'écouter. Il aime croire que le monde parle sans cesse, mais que très peu savent entendre. Ce soir-là, alors qu'il ajuste une fréquence, le ciel change brusquement. La lumière devient lourde, presque verdâtre. Mila arrive à vélo, s'arrête devant le garage et l'observe un instant. Elle se moque gentiment de son obsession, mais elle est toujours là. Mila aime les réponses claires, les chiffres, les faits. Pourtant, même elle ressent que quelque chose cloche dans l'air. Ils rejoignent Noah et Élise devant l'épicerie comme tous les soirs d'été. Noah plaisante, raconte que son père a parlé d'un gros orage annoncé pour la nuit. Élise, plus silencieuse, regarde sans cesse autour d'elle. Elle dit qu'elle a l'impression d'être observée. Les autres rient doucement, mais aucun d'eux ne parvient à ignorer ce frisson étrange qui traverse la rue. Lorsqu'ils décident de rentrer, le vent se lève brutalement. Les feuilles tourbillonnent. Les lampadaires clignotent de façon irrégulière, comme s'ils hésitaient à rester allumés. En arrivant près de la rivière, une sensation oppressante les enveloppe. Puis, sans avertissement, tout s'éteint. Plus de lumière, plus de bruit. Même le vent semble disparaître. Le silence est si total qu'il fait mal aux oreilles. Lucas sent son cœur battre trop fort. Élise murmure le prénom de Noah. Et à cet instant précis, le sol tremble sous leurs pieds. Le grondement qui surgit n'est pas celui d'un tonnerre ordinaire. Il est profond, ancien, comme s'il venait de très loin sous la terre. Les vélos vacillent, Élise chute et Lucas se précipite pour la relever. Noah, lui, reste figé. Ses yeux sont fixés sur la route, mais son regard semble traverser le monde. Le tremblement cesse soudainement. Les lumières reviennent une à une, hésitantes. Personne ne parle. Noah finit par murmurer qu'il a senti quelque chose l'appeler, comme si le temps s'était arrêté juste pour lui. Mila tente de rire, mais sa voix tremble. Ils se séparent quelques minutes plus tard, chacun regagnant sa maison avec un sentiment d'inquiétude qu'aucun mot ne peut apaiser. Lucas se retourne une dernière fois. Il croit voir une ombre se déplacer près de la rivière, puis elle disparaît. La nuit est longue. Lucas ne parvient pas à dormir. Le silence de la maison est pesant. Peu avant minuit, sa radio s'allume seule. D'âmes parasites envahissent la pièce. Les aiguilles de sa montre s'immobilisent exactement à minuit. Un souffle froid traverse le garage, faisant vibrer les outils suspendus. Puis, tout redevient normal. Au matin, la nouvelle frappe la ville comme un choc sourd. Noah n'est jamais rentré chez lui. Sa chambre est intacte, son lit fait, son sac posé contre le mur. Sur le bureau, sa montre est arrêtée à minuit, exactement comme celle de Lucas. Au collège, sa chaise reste vide. Les professeurs parlent de fugue, les adultes évitent les regards. Lucas, Mila et Élise savent que quelque chose d'autre est arrivé. Quelque chose qu'on refuse de nommer. En fin d'après-midi, alors que Lucas rentre chez lui, la radio grésille de nouveau. Une voix faible traverse les interférences. Elle semble lointaine, déformée, presque engloutie. Lucas reconnaît le timbre avant même de comprendre les mots. C'est la voix de Noah. Et elle murmure lentement, comme venue d'un autre endroit, « Je suis encore là ». La disparition de Noah ne met pas la ville en alerte immédiate. À Valmont-sur-Rivière, on préfère croire aux explications simples. Fugue, dispute familiale, besoin de liberté. Les adultes répètent ces mots comme des formules rassurantes, mais pour Lucas, Mila et Élise, ils sonnent faux dès le départ. Le matin suivant, Lucas se rend au collège avec une boule au ventre. Chaque couloir lui rappelle l'absence de Noah. Sa chaise vide semble trop visible, comme si elle attirait les regards malgré les efforts pour l'ignorer. Les professeurs continuent le programme, parlent plus lentement et évitent de prononcer son nom. Élise serre les poings sous la table, incapable de se concentrer. Mila note mécaniquement, mais ses chiffres se mélangent. À la pause, il se retrouve derrière le gymnase. Lucas parle enfin de la radio, de la voix entendue la veille. Mila refuse d'y croire. Elle dit que le stress peut faire entendre des choses qui n'existent pas. Pourtant, son regard trahit le doute. Élise, elle, affirme avoir rêvé de Noah. Dans son rêve, il était entouré d'ombres, appelé sans pouvoir être entendu. Après les cours, il décide d'aller près de la rivière, là où tout a commencé. L'endroit semble identique, mais Lucas ressent une tension étrange, comme si l'air y était plus dense. En fouillant les berges, Mila découvre un objet métallique à moitié enfoui dans la boue. Une balise ancienne, couverte de rouille, gravée d'un symbole circulaire barré de lignes irrégulières. Lucas reconnaît aussitôt le motif.
C'est le même que celui qu'il a aperçu fugitivement sur sa radio, gravé dans le métal du boîtier d'origine, un détail qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Élise recule, prise d'un vertige soudain. Elle affirme entendre un bourdonnement, très faible, comme un écho lointain. Pendant ce temps, les parents de Noah reçoivent la visite de la police. Les questions sont routinières, presque indifférentes. On leur demande s'il avait des problèmes, s'il parlait de partir. Sa mère répond mécaniquement, mais son regard se fixe sur l'horloge du salon. Elle aussi s'est arrêtée à minuit. La nuit tombe de nouveau sur Valmont-sur-Rivière. Lucas retourne dans son garage, déterminé à comprendre. Il règle sa radio sur la fréquence de la veille. Longtemps, rien ne se produit. Puis un grésillement familier envahit la pièce. Une voix surgit, plus claire cette fois, chargée de peur. Lucas. Il retient son souffle. La voix ne parle pas longtemps. Juste quelques mots, déformés, entrecoupés de silence. Elle dit qu'il fait froid, qu'il fait sombre, qu'il y a quelque chose d'autre. La transmission s'interrompt brutalement. Lucas comprend alors une chose essentielle, Noah n'est pas parti. Il est coincé quelque part. Et ce quelque part essaie déjà de communiquer avec eux. La disparition de Noah ne met pas la ville en alerte immédiate. À Valmont-sur-Rivière, on préfère croire aux explications simples. Fugue, dispute familiale, besoin de liberté. Les adultes répètent ces mots comme des formules rassurantes, mais pour Lucas, Mila et Élise, ils sonnent faux dès le départ. Le matin suivant, Lucas se rend au collège avec une boule au ventre. Chaque couloir lui rappelle l'absence de Noah. Sa chaise vide semble trop visible, comme si elle attirait les regards malgré les efforts pour l'ignorer. Les professeurs continuent le programme, parlent plus lentement et évitent de prononcer son nom. Élise serre les poings sous la table, incapable de se concentrer. Mila note mécaniquement, mais ses chiffres se mélangent. À la pause, il se retrouve derrière le gymnase. Lucas parle enfin de la radio, de la voix entendue la veille. Mila refuse d'y croire. Elle dit que le stress peut faire entendre des choses qui n'existent pas. Pourtant, son regard trahit le doute. Élise, elle, affirme avoir rêvé de Noah. Dans son rêve, il était entouré d'ombres, appelé sans pouvoir être entendu. Après les cours, il décide d'aller près de la rivière, là où tout a commencé. L'endroit semble identique, mais Lucas ressent une tension étrange, comme si l'air y était plus dense. En fouillant les berges, Mila découvre un objet métallique à moitié enfoui dans la boue. Une balise ancienne, couverte de rouille, gravée d'un symbole circulaire barré de lignes irrégulières. Lucas reconnaît aussitôt le motif. C'est le même que celui qu'il a aperçu fugitivement sur sa radio, gravé dans le métal du boîtier d'origine, un détail qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Élise recule, prise d'un vertige soudain. Elle affirme entendre un bourdonnement, très faible, comme un écho lointain. Pendant ce temps, les parents de Noah reçoivent la visite de la police. Les questions sont routinières, presque indifférentes. On leur demande s'il avait des problèmes, s'il parlait de partir. Sa mère répond mécaniquement, mais son regard se fixe sur l'horloge du salon. Elle aussi s'est arrêtée à minuit. La nuit tombe de nouveau sur Valmont-sur-Rivière. Lucas retourne dans son garage, déterminé à comprendre. Il règle sa radio sur la fréquence de la veille. Longtemps, rien ne se produit. Puis un grésillement familier envahit la pièce. Une voix surgit, plus claire cette fois, chargée de peur. Lucas. Il retient son souffle. La voix ne parle pas longtemps. Juste quelques mots, déformés, entrecoupés de silence. Elle dit qu'il fait froid, qu'il fait sombre, qu'il y a quelque chose d'autre. La transmission s'interrompt brutalement. Lucas comprend alors une chose essentielle, Noah n'est pas parti. Il est coincé quelque part. Et ce quelque part essaie déjà de communiquer avec eux. Épisode 3. Les bruits sous la terre. Les jours qui suivent la disparition de Noah transforment Valmont-sur-Rivière en un lieu méconnaissable. Rien n'a vraiment changé, et pourtant tout semble différent. Les conversations se font à voix basse. Les portes se ferment plus tôt. La nuit, un silence lourd s'installe, régulièrement brisé par de légères vibrations que personne n'ose commenter. Lucas dort de moins en moins. Chaque soir, il tente de capter à nouveau la voix de Noah, mais sa radio ne lui offre que des grésillements confus. Pourtant, à certains moments précis, toujours après minuit, il croit entendre un bourdonnement régulier, presque organique. Il commence à noter les heures, les fréquences, les variations. Mila l'aide, malgré son scepticisme, en traçant des graphiques et en cherchant des correspondances. Élise, de son côté, change peu à peu. Elle devient plus distraite, plus pâle. Elle affirme ressentir les vibrations avant qu'elles ne se produisent. Un après-midi en classe, elle sursaute brusquement quelques secondes avant qu'un grondement sourd ne traverse le bâtiment. Les murs tremblent à peine, juste assez pour faire tomber une craie. Les enseignants parlent d'un camion trop lourd. Les élèves rient nerveusement. Le groupe se retrouve à nouveau près de la rivière. Cette fois, Mila apporte un vieux plan municipal trouvé à la bibliothèque. Il révèle l'existence d'un réseau de tunnels souterrains, condamné depuis les années 80 après la fermeture d'un site industriel.
Les lignes du plan passent exactement sous le quartier où Noah a disparu. En suivant l'un des tracés, il découvre une bouche d'égout partiellement dissimulée par la végétation. L'air qui s'en échappe est froid, anormalement froid pour la saison. Lucas ressent la même pression que la nuit de la panne. Élise ferme les yeux et affirme entendre quelque chose bouger en dessous, lentement. Ils n'osent pas descendre, mais à cet instant, un bruit résonne sous leurs pieds. Pas un éboulement, pas une machine. Quelque chose qui glisse, puis s'arrête. Mila recule, blême. Lucas referme la plaque avec difficulté, les mains tremblantes. Cette nuit-là, Élise fait un rêve d'une précision troublante. Elle marche dans une version déformée de Valmont-sur-Rivière. Les maisons sont là, mais vides. La rivière ne coule plus. Le ciel est figé dans une pénombre sans étoiles. Elle entend les pas de quelqu'un derrière elle, mais lorsqu'elle se retourne, il n'y a que son propre reflet, légèrement en retard sur ses mouvements. Elle se réveille en hurlant. À la même seconde, plusieurs habitants de la ville sont tirés du sommeil par un grondement profond. Les vibrations durent plus longtemps cette fois, assez pour faire trembler les vitres. Les autorités parlent d'un léger séisme. Lucas, lui, est certain d'autre chose. Il écoute la radio pendant le phénomène. Pour la première fois, les parasites forment un motif régulier, presque un rythme. Au cœur du bruit, il distingue un mot, répété faiblement. « Aidez-moi ». Au matin, Élise avoue son rêve aux autres. Mila tente de rationaliser, mais ses arguments manquent de conviction. Tous comprennent désormais que ce qui a pris Noah n'est pas seulement sous la ville. C'est aussi en train de s'en rapprocher. Le lendemain des secousses nocturnes qui avaient ébranlé Valmont-sur-Rivière, la petite ville se réveille sous un ciel grisâtre, chargé d'une humidité oppressante. Les rues, habituellement animées par les rires des enfants et les salutations des voisins, sont enveloppées d'une nervosité palpable. Les pavés luisent encore de la rosée matinale, mais les regards des habitants ont changé. Les adultes marchent d'un pas plus pressé, leurs épaules voûtées comme sous le poids d'un secret trop lourd. Ils parlent plus bas, en murmures étouffés, comme si les murs des maisons pouvaient entendre. Les fenêtres se ferment malgré la chaleur étouffante de l'été finissant, et les rideaux sont tirés avec une hâte inhabituelle. Personne ne mentionne les bruits étranges de la nuit précédente. Personne ne pose de questions à voix haute, comme si admettre l'existence de ces tremblements reviendrait à invoquer quelque chose de plus sombre. Les commerçants échangent des regards complices derrière leur comptoir, et les conversations s'interrompent abruptement quand un enfant passe à proximité. L'air semble chargé d'une électricité invisible, une tension qui fait vibrer les nerfs de tout. Chez Lucas, la matinée commence comme d'habitude, mais l'atmosphère est lourde. Assis à la table de la cuisine, il observe son père, un homme d'ordinaire calme et méthodique, un ingénieur à la retraite qui passe ses journées à bricoler dans le garage. Ce matin-là, son père renverse son café d'une main tremblante, le liquide brun se répandant sur la nappe à carreaux comme une tache accusatrice. Lucas sursaute, mais son père ne s'excuse pas. Il essuie simplement la table avec un chiffon, les yeux fuyants. « Désolé, fiston, je suis un peu distrait aujourd'hui », marmonne-t-il sans conviction. Au moindre claquement, le bruit d'une cuillère tombant dans l'évier, ou le craquement du plancher sous les pas de Lucas, l'homme sursaute, son visage blêmissant. Il évite soigneusement de croiser le regard de son fils, fixant plutôt son assiette vide comme si elle renfermait un secret. Lucas sent une boule se former dans sa gorge. Il veut poser des questions, mais les mots restent coincés. Soudain, un léger tremblement traverse la maison, un frisson subtil qui fait vibrer les verres dans le placard. Le père de Lucas se lève brusquement, son fauteuil raclant le sol avec un bruit strident. Il se dirige vers la porte du garage, qu'il vérifie d'un geste nerveux, tournant la clé dans la serrure pour la première fois depuis des années. Ce geste simple, anodin en apparence, suffit à alerter Lucas. Quelque chose est en train d'être dissimulé, un voile jeté sur la réalité qu'il connaît. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» ose enfin Lucas, mais son père se contente de hausser les épaules. « Rien, juste de la prudence. Va à l'école, ne traîne pas. » De l'autre côté de la ville, chez Mila, l'atmosphère est tout aussi tendue, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Mila, curieuse et méthodique, profite de la matinée pour fouiller dans les vieux placards de la maison familiale, à la recherche de documents pour un devoir d'histoire sur l'évolution des petites villes françaises. Elle grimpe sur un tabouret bancal, ses doigts effleurant les étagères poussiéreuses du grenier. L'air y est chargé d'une odeur de vieux papier et de moisis, et la lumière filtrant par une petite lucarne projette des ombres dansantes sur les murs. En déplaçant une pile de cartons jaunis, elle tombe sur une boîte métallique oubliée au fond d'un placard, couverte d'une épaisse couche de poussière qui la fait éternuer. Intriguée, elle l'ouvre avec précaution, révélant un trésor inattendu, des photos jaunies, aux bords cornés, montrant un groupe d'adultes plus jeunes, équipés de casques de chantier et de lampes frontales, posant fièrement devant une entrée souterraine sombre et béante. Les visages sont familiers, elle reconnaît vaguement son oncle, et peut-être même le père de Lucas parmi eux.
Mais ce qui la frappe le plus, c'est le symbole gravé sur une balise visible à l'arrière-plan, un cercle traversé de lignes irrégulières, identique à celui de l'objet métallique qu'ils ont trouvé près de la rivière. Mila retourne une des photos, son cœur battant plus fort. Au dos, une date est inscrite à l'encre noire fanée, 1987. D'autres clichés montrent des équipements étranges, des appareils électroniques rudimentaires, des câbles serpentant dans l'obscurité, et des expressions sérieuses sur les visages. Une note manuscrite glissée entre deux photos dit simplement « Projet Écophase 1 ». Ne pas divulguer. Mila sent un frisson glacé lui remonter l'échine. Ces images ne sont pas de simples souvenirs de vacances, mais des preuves d'un passé enfoui, lié à ce qui secoue la ville aujourd'hui. En fin d'après-midi, les trois amis se retrouvent chez Élise, dans sa petite maison au bord de la rivière. Sa mère, infirmière de nuit à l'hôpital local, est déjà partie pour son service, laissant la maison silencieuse, presque trop calme. Les murs tapissés de papier peint fleuri absorbent les sons et l'air sent le thé refroidi et les livres anciens. Élise semble différente ce jour-là. Ses yeux sont cernés de fatigue et elle parle lentement comme si elle choisissait ses mots avec difficulté, pesant chaque syllabe. Assis autour de la table basse du salon, ils étalent leurs découvertes, la balise, les photos de Mila et les observations de Lucas sur son père. Élise écoute, mais son attention semble ailleurs. Elle confie alors entendre parfois des fragments de conversation qui ne sont pas là, des voix lointaines, étouffées, qui semblent venir de sous le sol, comme des murmures filtrant à travers la terre. C'est comme si la ville parlait, dit-elle d'une voix tremblante. Dame, mots que je ne comprends pas tout à fait, mais qui me font mal à la tête. Curieuse, elle tend la main vers la balise métallique posée sur la table. À peine ses doigts l'effleurent-ils qu'une douleur fulgurante traverse son bras, comme un choc électrique. Elle lâche l'objet avec un cri étouffé et recule, paniquée, se tenant le poignet. Ses yeux se voilent un instant et elle décrit des images qui lui ont traversé l'esprit, des couloirs sombres éclairés par des lumières rouges intermittentes, des silhouettes pressées en combinaison blanche, des cris étouffés derrière des portes épaisses et rouillées. Il y avait de l'eau qui goûtait et une odeur de métal froid, ajoute-t-elle, haletante. Lucas et Mila échangent un regard inquiet. Élise semble connectée à quelque chose de plus grand, un lien invisible qui la rend vulnérable. Ils passent l'après-midi à spéculer, à se dessiner des cartes approximatives des souterrains basées sur les photos et à se promettre de creuser plus profond. Mais la tension monte. Dehors, le soleil décline et les ombres s'allongent sur la rivière. Lucas décide qu'il ne peut plus s'attendre. Rentré chez lui, il attend le dîner pour confronter son père. La cuisine est illuminée par une lampe jaunâtre et l'odeur de la soupe aux légumes emplit l'air. La discussion commence par des banalités, l'école, le temps, mais Lucas sent la frustration bouillir en lui. Papa, arrête de me mentir, lance-t-il enfin, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Son père pose sa fourchette, les réponses viennent d'abord vagues, ce ne sont que des tremblements de terre mineurs, rien d'inquiétant. Puis glisse vers un silence lourd, chargé de non-dits. Lucas insiste, mentionnant les photos, la balise, les bruits nocturnes. Finalement, l'homme cède, son visage s'affaissant comme si un poids invisible le quittait. Il avoue avoir travaillé, brièvement, dans un centre de recherche situé sous la ville, un complexe souterrain officiellement fermé après un incident qualifié à l'époque de technique. C'était il y a des années, en 1987, dit-il d'une voix rauque. Nous étudions les ondes sismiques, électromagnétiques, leur comportement anormal dans certaines zones de la région. La rivière, avec ses courants souterrains, amplifiait tout. Mais très vite, les expériences ont dépassé ce qui était prévu. D'âmes anomalies sont apparues, des échos qui ne s'expliquaient pas, des interférences qui semblaient provenir d'un autre plan. Il prononce alors un mot qu'il n'avait jamais osé dire jusque-là, l'écho. Selon lui, les chercheurs avaient découvert un espace souterrain où les ondes semblaient se refléter comme sur une surface invisible, créant des résonances impossibles. C'était comme si le sol renvoyait non seulement les sons, mais les pensées, les souvenirs, explique-t-il, les yeux dans le vague. Certains entendaient des voix fantômes, des échos de conversations passées. D'autres disaient percevoir une version altérée de la ville, comme un reflet déformé dans un miroir brisé, des rues tordues, des bâtiments qui n'existaient pas. Le projet aurait dû être arrêté plus tôt. Mais un jour, pendant une expérience de routine, un enfant a disparu. C'était le fils d'un des scientifiques, venu visiter. Il s'est volatilisé dans les couloirs et on n'a jamais retrouvé trace de lui. Le dossier a été classé secret défense. Le centre fermé. Et le silence imposé à tous les participants, sous peine de sanction. On nous a dit que c'était fini, mais je sais que ce n'est pas vrai, murmure le père, les larmes aux yeux. Les bruits, ils reviennent. Cette révélation frappe Lucas de plein fouet, comme un coup au plexus. Noah n'est peut-être pas le premier à avoir été englouti par ce mystère. Et surtout, ce qui a été enterré n'a jamais cessé d'exister. Il sommeille, attendant son heure. Lucas quitte la table, la tête bourdonnante, des questions tourbillonnant dans son esprit, qui d'autre sait. Pourquoi maintenant ?
La nuit tombe sur Valmont-sur-Rivière, enveloppant la ville d'un manteau d'obscurité veloutée. Une nouvelle panne d'électricité plonge le quartier nord dans le noir complet, les lampadaires s'éteignant un à un comme des yeux se fermant. Chez Élise, où les amis se sont réfugiés pour la soirée, l'atmosphère est illuminée seulement par la lueur vacillante des bougies posées sur la table. Les flammes dansent, projetant des ombres grotesques sur les murs. Élise, assise en tailleur sur le tapis usé, ressent une pression intense dans sa tête, comme si un étau se resserrait lentement. Elle murmure des phrases qu'elle ne comprend pas entièrement, des bribes incohérentes. La porte s'ouvre trop souvent. L'endroit devient impassible. Il appelle les perdus. Mila et Lucas l'observent, inquiets, essayant de la calmer avec des mots rassurants, mais leur voix tremble. Dehors, le vent se lève, faisant claquer les volets, et la rivière murmure plus fort, comme un complice. À minuit précis, un grondement sursecoue la maison, plus proche que jamais, faisant trembler les fondations et renverser une bougie qui s'éteint dans une volute de fumée. Les amis se figent, le cœur battant. Les adultes, dans leur maison voisine, continuent de prétendre que rien ne se passe, des lumières s'allument brièvement aux fenêtres, puis s'éteignent, comme si tout était normal. Mais les enfants savent désormais une chose, la ville leur ment depuis des décennies. Et ce qu'elle cache, l'écho, les disparitions, les secrets enfouis commencent à se réveiller, Impacide réclame ce qui lui appartient. Les jours suivant la révélation du père de Lucas, une atmosphère de tension palpable s'installe à Valmont-sur-Rivière, comme un brouillard invisible qui s'infiltre dans chaque recoin de la petite ville. Les rues, autrefois paisibles et bordées de maisons aux façades fleuries, semblent maintenant receler un secret à chaque coin, chaque ombre projetée par les lampadaires paraissant plus longue, plus menaçante. Les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes avec une hâte inhabituelle, évitant les regards prolongés et les conversations qui pourraient déraper vers l'inexpliqué. Les fenêtres éteintes des maisons, qui autrefois invitaient à la chaleur du foyer, deviennent des promesses de mystère, des yeux clos sur des vérités enfouies. Lucas, Mila et Élise, unis par leur découverte commune, passent de plus en plus de temps ensemble, leurs après-midi se transformant en sessions intenses de discussions chuchotées dans les parcs ou les cafés isolés. Leur curiosité, alimentée par une peur viscérale et une fascination irrésistible, les pousse à décortiquer chaque indice, la balise métallique, les photos jaunies de 1987, les confessions du père de Lucas sur l'écho. Ils ont besoin de comprendre non seulement ce qui se cache sous la ville, ses couloirs souterrains oubliés, ses résonances impossibles, mais également ce que les adultes cherchent désespérément à cacher, ces silences complices qui pèsent sur la communauté comme un pacte non dit. On ne peut pas juste attendre que ça nous tombe dessus, murmure Lucas un après-midi, les yeux fixés sur la rivière qui coule paresseusement en contrebas. Mila acquiesce, feuilletant nerveusement les photos qu'elle a apportées, tandis qu'Élise, plus sensible aux vibrations invisibles, sent déjà une migraine poindre à l'idée de creuser plus profond. Un soir, alors que le crépuscule enveloppe la ville d'une lueur orange sanguine teignant les toits de tuiles d'une couleur chaude et éphémère, les trois adolescents se promènent le long d'un sentier bordé d'arbres centenaires, leurs branches noueuses se découpant contre le ciel qui s'assombrit. L'air est chargé d'une humidité lourde, porteuse d'odeurs de terre mouillée et de feuilles en décomposition, un rappel subtil de l'automne approchant. C'est alors qu'il remarque, une fois de plus, une maison à l'écart des rues principales, perchée sur une petite colline herbeuse, longtemps abandonnée et enveloppée de légendes locales. Ses fenêtres sont noires et poussiéreuses, encadrées de volets écaillés qui pendent lamentablement comme des paupières fatiguées. Les rumeurs disent qu'elle appartenait autrefois à un scientifique impliqué dans les expériences de 1987, un homme qui a disparu sans laisser de traces. Mais au milieu de la nuit, depuis quelques semaines, elle s'allume subitement, par intermittence, une lumière blanche et froide qui clignote comme un signal morse désespéré, perçant l'obscurité comme un appel silencieux. Ce soir-là, quelque chose semble différent, les clignotements sont plus réguliers, presque rythmés, et une faible vibration semble émaner de la structure elle-même, comme si la maison respirait. « Regardez ça !» souffle Mila, pointant du doigt la silhouette sombre de la bâtisse. Élise plisse les yeux, sentant un picotement familier au bout de ses doigts, le même qu'elle avait ressenti lors de la panne d'électricité près de la rivière. Lucas, le cœur battant, propose sans hésiter, on s'approche. Ça pourrait être lié à l'écho. Les autres hochent la tête, une excitation mêlée d'appréhension les envahissant. Les 80 mètres qui les séparent de la maison paraissent interminables, un chemin de gravier craquant sous leurs pas qui s'étire comme un couloir sans fin. Chaque craquement de branches mortes sous leurs chaussures semble résonner dans toute la ville, amplifié par le silence oppressant du crépuscule. Le vent léger fait bruisser les feuilles des arbres environnants, créant un fond sonore qui masque à peine le battement rapide de leur cœur. À mesure qu'ils avancent, Élise sent le même frisson glacé qu'elle avait ressenti auparavant, une sensation qui remonte le long de sa colonne vertébrale comme une main invisible.
Les murs de la maison, couverts de lierre rampant et de fissures qui zigzaguent comme des vannes, semblent vibrer légèrement, comme s'ils répondaient à leur présence, un accueil muet et inquiétant. Lucas jette un regard en arrière vers la ville, où les lumières des maisons normales commencent à s'allumer une à une, contrastant avec l'isolement de cette demeure oubliée. « Vous sentez ça ?» demande Mila à voix basse, sa main effleurant le bras d'Élise, comme si on était observé. Élise acquiesce, ses lèvres tremblantes, c'est pire que ça. C'est comme si la maison savait qu'on vient. Il s'arrête un instant devant la porte d'entrée, une lourde planche de bois vermoulu ornée d'une poignée rouillée. Lucas pousse doucement et la porte s'ouvre avec un grincement sinistre, libérant une bouffée d'air poussiéreux chargée d'odeurs de moisie et d'abandon. À l'intérieur, la maison est en désordre mais étonnamment intacte, comme figée dans le temps. Le mobilier ancien, un canapé affaissé, une table basse couverte de toiles, d'araignées, des chaises renversées et recouvertes de draps jaunis et déchirés, qui ne dissimulent pas complètement la trace de quelque chose d'autre de plus personnel et troublant. Les murs tapissés d'un papier peint délavé aux motifs floraux fanés sont ornés de dessins d'enfants collés ça et là avec du scotch jauni représentant deux mondes superposés, en haut une ville idyllique avec des maisons souriantes et un soleil radieux. En bas un reflet déformé avec des bâtiments tordus, des ombres elongatées et des figures indistinctes. Les traits sont naïfs, maladroits, tracés avec des crayons de couleur effacés par le temps, mais certains symboles ressortent avec une précision étonnante, des cercles traversés de lignes irrégulières exactement comme celui gravé sur la balise métallique qu'ils ont trouvé près de la rivière. Mila s'approche d'un dessin, ses doigts frôlant le papier fragile. « Regardez ça, c'est le même symbole. Et ces dessins, on dirait qu'ils montrent l'écho comme un monde en miroir. » Lucas hoche la tête, son esprit bouillonnant. Peut-être que des enfants ont vécu ici ou visité. Et ils ont vu quelque chose. Élise, quant à elle, sent une nausée monter. Les dessins lui évoquent des visions fugaces, des flashs de couloirs sombres et de voix étouffées. Il fouille la pièce déplaçant précautionneusement les draps révélant des objets oubliés, un vieux journal daté de 1987 avec un article barré sur un incident technique au centre de recherche et une boîte de crayons cassés comme si le temps s'était arrêté brutalement. Au centre du salon, sous un tapis usé et poussiéreux, une trappe entr'ouverte attire soudain leur attention, un rectangle sombre qui semble pulser d'une invitation muette. Elle mène à un sous-sol sombre, tapissé de pierres humides et suintantes, où l'humidité perle comme des larmes sur les murs irréguliers. Dames, symboles identiques à ceux gravés sur la balise et sur les photos retrouvées par Mila sont tracés à la craie ou gravés dans la pierre, formant une sorte de frise énigmatique qui court le long des parois. Lucas prend une lampe de poche de son sac à dos, la dirige vers le bas, le faisceau jaune perçant l'obscurité comme une lame. Il révèle un escalier en colimaçon rouillé qui descend en spirale dans les ténèbres, les marches grinçant sous un poids invisible. Un air glacial s'en échappe, plus froid que la nuit elle-même, chargé d'une odeur minérale et métallique qui pique les narines. « On y va », propose Lucas, sa voix trahissant une pointe d'hésitation malgré son ton déterminé. Mila avale sa salive, c'est peut-être dangereux, mais on ne peut pas reculer maintenant. Élise, pâle, sent les murmures indistincts s'intensifier, presque des mots formés dans son esprit, des bribes de conversation, des appels étouffés. Le sol semble vibrer au rythme d'une respiration lente, profonde, comme si la terre elle-même était vivante sous leurs pieds. Lucas, malgré la peur qui lui noue l'estomac, décide de descendre quelques marches, le métal froid sous ses paumes. Mila et Élise le suivent à contre-cœur, leurs pas résonnant dans les trois passages comme des échos amplifiés. Plus ils s'enfoncent, plus le silence devient lourd et oppressant, l'air se raréfiant, chargé d'une pression invisible qui pèse sur leurs épaules. La lampe de poche projette des ombres dansantes sur les murs, révélant d'autres symboles, des graffitis anciens et des traces de ce qui semble être des équipements scientifiques abandonnés, des câbles effilochés, des boîtiers métalliques rouillés. Élise trébuche légèrement, son souffle court, j'entends des voix, comme si quelqu'un appelait. Lucas tourne la tête, reste près de moi. Ils atteignent enfin un petit couloir au bas de l'escalier où la lumière de la lampe de poche se reflète sur un symbole gravé dans le mur, un cercle barré de lignes irrégulières exactement comme sur la balise et sur la photo de Mila luisant d'une faible phosphorescence comme s'il absorbait la lumière. Soudain, une ombre se déplace au fond du couloir, une forme indistincte qui glisse silencieusement contre le mur opposé. Les trois adolescents retiennent leur souffle, leur corps figé dans un instant de terreur pure. La silhouette disparaît presque aussitôt, fondant dans l'obscurité comme un mirage, mais le froid intense et l'étrange sensation de présence restent, imprégnant l'air comme une menace tangible. Élise murmure, sa voix à peine audible, j'ai l'impression que le temps ralentit à cet endroit. Chaque pas est un effort, chaque souffle semble absorber notre énergie. Lucas sent ses membres s'alourdir, comme si une force invisible les retenait. Mila, les yeux écarquillés, balaye le couloir avec la lampe. C'était quoi ça? Un fantôme? Ils reculent lentement, le cœur cognant dans leur poitrine, l'adrénaline pulsant dans leurs veines.
Alors qu'ils remontent à la surface, les marches grinçant sous leurs pas précipités, une dernière lueur clignote derrière eux, une lumière blanche intermittente qui illumine brièvement le couloir comme un adieu moqueur. La maison, normalement abandonnée et inerte, semble les observer, ses murs craquant légèrement comme si elle ajustait sa posture. Une impression persistante que la demeure elle-même est vivante, consciente de leur intrusion, un gardien muet des secrets enfouis. Lorsqu'ils atteignent la rue, haletants et couverts de sueur froide, les lumières de la maison s'éteignent définitivement, plongeant la colline dans l'obscurité totale, comme si la maison venait de refermer son secret avec un claquement invisible. De retour chez Lucas, tard dans la soirée, la maison familiale semble un havre de normalité comparé à l'horreur qu'ils viennent de vivre. Ils s'installent dans le salon, encore tremblants, buvant du thé chaud pour chasser le froid qui s'est insinué en eux. La radio allumée sur une station locale grésille faiblement, diffusant un fond de musique statique. Soudain, le grésillement s'intensifie et aucun mot discernable n'émerge, juste un murmure qui semble provenir du sous-sol, de l'endroit exact où ils étaient il y a peu. D'âmes sont étouffées, comme des voix lointaines filtrant à travers la terre, un écho de ce qu'Élise avait perçu. Lucas augmente le volume, mais cela ne fait qu'amplifier le chaos. C'est comme là-bas, balbutie-t-il. Mila pâlit, la maison n'est pas seulement un lieu abandonné. C'est un portail. Une porte qui relie ce monde à autre chose, à ce qu'il commence à appeler silencieusement l'écho. Et cette porte, même fermée en apparence, commence à s'ouvrir, ses gonds invisibles grinçant dans les profondeurs de Valmont-sur-Rivière, prête à libérer ce qui a été scellé depuis trop longtemps. Depuis leur exploration terrifiante de la maison aux lumières clignotantes, une tension permanente s'est installée dans l'âme de Lucas, Mila et Élise. C'est comme une toile d'araignée invisible qui les enveloppe et les suit à chaque pas dans les rues familières de Valmont-sur-Rivière. La petite ville, avec ses pavés et ses façades de pierre, semble désormais conspirer contre eux. Les ombres des arbres s'étirent un peu trop longtemps au crépuscule, les reflets dans les vitrines déforment subtilement leurs visages, et un bourdonnement sourd, presque inaudible, accompagne leur journée comme un avertissement constant. Ils évitent les regards des adultes qui continuent de feindre une normalité feutrée, mais entre trois, les conversations sont chuchotées, urgentes, ponctuées de silences lourds où chacun guette les signes d'une présence intangible. Élise, la plus sensible, est celle qui souffre le plus. Ses rêves deviennent plus intenses, plus précis, envahissant ses nuits comme une marée montante. Chaque soir, elle se couche avec appréhension, mais le sommeil la happe malgré tout dans un tourbillon de visions cauchemardesques. Elle voit des versions déformées de Valmont-sur-Rivière, les rues familières, bordées de maisons aux volets clos, sont figées dans un silence absolu, comme un tableau arrêté dans le temps. Les fontaines ne coulent plus, les oiseaux ne chantent pas, et chaque objet un banc public, une bicyclette oubliée contre un mur semble légèrement déplacée, comme si le monde entier avait été copié par une main maladroite. Elle se réveille en sueur, le cœur cognant, incapable de distinguer le réel du rêve. C'est comme si l'écho me parlait directement, confie-t-elle un matin à ses amis, les cernes sous ses yeux plus profonds que jamais. Lucas, pragmatique, tente de la raisonner, ce ne sont que des rêves, Élise. Mais on va trouver un moyen d'arrêter ça. Mila, avec son esprit analytique, note tout dans un carnet, date, description, intensité. Pourtant, au fond d'eux, ils sentent que ces visions sont des fragments d'un puzzle qui se reconstitue malgré eux. Un soir d'automne frisquet, alors que le soleil couchant peint le ciel en teinte orangée et pourpre, les trois adolescents rentrent à vélo par le sentier qui longe la rivière. L'air est chargé d'une odeur de feuilles mortes et de terre remuée. Ils discutent à voix basse de leur prochaine étape quand soudain, Élise ralentit. « Attendez, j'ai cru entendre ». Commence-t-elle, mais sa voix s'éteint, et avant que Lucas ou Mila ne puissent réagir, elle disparaît. Pas un cri, pas un bruit de chute, elle est simplement absente. Son vélo gît sur le côté, la roue avant encore en rotation. Une panique froide envahit Lucas et Mila. « Élise, Élise, où es-tu » crie Lucas, sa voix se brisant dans le silence du crépuscule. Mila, le souffle court, allume la torche de son téléphone, balayant les environs d'un faisceau tremblant. Les minutes s'étirent en une éternité. Elle ne peut pas avoir disparu comme ça. Pas encore. Gémit Mila, les larmes aux yeux, repensant à Noah. Puis, sans un bruit, Élise réapparaît au détour d'un virage, marchant d'un pas chancelant, les yeux écarquillés. Elle tremble de tout son corps. Je ne sais pas, balbutie-t-elle quand il se précipite vers elle. Elle raconte par bribes, sa voix hachée par les frissons d'avoir traversé un lieu glacé, silencieux, où aucune voix ne résonne. Les ombres y dansent à leur propre rythme, se déplaçant sans source lumineuse. Quelque chose m'observait, murmure-t-elle. Pas des yeux, mais une sensation. Et le temps. Il ralentissait autour de moi, comme si chaque seconde s'étirait en minutes. Lucas et Mila échangent un regard horrifié. Élise n'a disparu que quelques minutes, mais pour elle, cela a duré une éternité. Il l'aide à remonter sur son vélo, pédalant en silence le reste du chemin, la peur les unissant plus que jamais.
De retour chez Lucas, dans la chaleur de la cuisine, il comprend enfin qu'ils ont affaire à un phénomène qui dépasse l'entendement. Assis autour de la table, il observe Élise qui tripote nerveusement la balise métallique. « Ce n'est pas juste des tremblements ou des vieux secrets, dit-il d'une voix ferme. C'est vivant. Ça nous appelle. » Pour tester sa théorie, il allume la vieille radio familiale. D'ordinaire, elle crachote des stations locales. Mais lorsque Élise touche certains objets la balise, un des dessins d'enfants rapportés de la maison, un faible grésillement se transforme en motif régulier, presque des messages codés. Dame bip espacée, des sifflements modulés. « Écoute ça !» s'exclame Lucas. La pièce se remplit d'un chœur spectral, indistinct mais rythmé. Mila, toujours sceptique mais curieuse, sort son téléphone et commence à enregistrer les sons. Il y a un pattern là-dedans, affirme-t-elle. Dame fréquence qui se répète, comme un code morse. Si on analyse ça, on pourrait le déchiffrer. Toute la soirée, il se penche sur les enregistrements. Mila télécharge une application d'analyse audio. Regardez, ça ressemble à des mots R. Tour, nez, ou peut-être chaud. Il hoche la tête, pâle, c'est lui. Noah, ou ce qui reste de lui. Lucas sent un frisson le traverser. Ces sons ne sont pas aléatoires. Ils sont une invitation, un appel du vide. Fort de cette découverte, ils décident d'explorer à nouveau la maison abandonnée. Ils sont convaincus que la trappe mène à l'antre même de l'écho. Le lendemain soir, sous un ciel plombé, ils s'équipent, lampe torche puissante, batterie de rechange, couverture thermique. On reste ensemble, quoi qu'il arrive, insiste Lucas. Ils approchent de la maison, la bâtisse se dressant comme une sentinelle muette. La porte grince à peine quand ils entrent, l'air dedans plus lourd, plus chargé d'électricité statique. Ils descendent la trappe avec prudence, chaque pas sur les marches en colimaçon semblant les éloigner du monde qu'ils connaissent. Le silence est total, oppressant, un vide qui avale les sons. C'est pire qu'avant, chuchote Mila, sa voix étouffée. Élise ferme les yeux un instant, guidée par une intuition, suivez-moi. C'est par là. Au fond du couloir, là où l'obscurité semble plus dense, il découvre une porte métallique, soudainement apparue là où il n'y avait auparavant qu'un mur de pierre. Elle se dresse comme un monolithe. Gravés de symboles familiers, ces cercles barrés de lignes émanent un air glacial qui fait frissonner Lucas et Mila. D'où elle sort, celle-là? Murmure Lucas. Élise, hypnotisée, pose ses doigts sur la surface gravée et ferme les yeux. Une vision l'envahit, une pièce lumineuse mais vide, baignée d'une clarté blanche. Au centre, Noah flotte, silencieux et immobile, son corps suspendu dans le vide, les yeux grands ouverts mais aveugles, la bouche entr'ouverte sur un cri muet. Il est là, allait Élise en rouvrant les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Piégé. Il ne peut pas bouger, pas parler. Mais il sait qu'on est là. La peur et l'urgence se mélangent en eux, un cocktail toxique. Lucas, le cœur battant la chamade, tente d'ouvrir la porte, mais le métal impitoyable ne cède pas. « Ouvre-toi, bon sang !» grogne-t-il. Soudain, une vibration parcourt le sol, un tremblement profond, accompagné d'un murmure qui semble prononcer leur nom lu. K, Mi, La, et Lise, traînant, spectral. Puis, l'écho de la voix de Noah est perceptible, mais déformé, aidé. Moi, haché, noyé dans un cœur de silence. Élise se plaque contre le mur, les mains sur les oreilles, c'est lui. Mais ce n'est pas sa voix, pas complètement. La panique les submerge. Mais le monde autour d'eux a changé. Les ombres s'allongent, les parois du sous-sol se resserrent et les symboles gravés scintillent d'une lueur verdâtre. On sort d'ici, maintenant, ordonne Lucas, tirant Élise par le bras. L'ascension est un calvaire, chaque marche une lutte contre une gravité accrue, jusqu'à ce qu'ils jaillissent dans le salon, haletant, la trappe claquant derrière eux comme une mâchoire. De retour à l'air libre, l'adrénaline s'estompe, laissant place à un épuisement viscéral. Élise s'assoit sur l'herbe et avoue d'une voix brisée « Je sens un lien entre moi et l'endroit, comme un aimant. Il pourrait m'attirer là-dedans pour de bon. » Lucas et Mila lacèrent contre eux, leurs visages graves. Ils comprennent qu'ils ont ouvert un accès vers un monde parallèle où le temps et l'espace obéissent à d'autres règles. Un envers du silence où les échos ne meurent jamais, mais se tordent et persistent. Et dans ce monde silencieux, figé dans son attente infinie, Noah n'est plus seulement perdu. Il les attend, son appel déformé résonnant comme un phare dans l'abîme, les tirant inexorablement vers lui. Quelques jours après leur dernière exploration terrifiante dans les entrailles de la maison abandonnée, Valmont-sur-Rivière semble avoir retrouvé une apparence de calme trompeur, une quiétude de surface qui masque à peine les courants souterrains de l'inquiétude. Les rues pavées, bordées de maisons aux façades blanchies à la chaux et de jardinières fanées par l'automne précoce, bruisent d'une vie quotidienne feinte, les enfants jouent encore au ballon dans les cours, les commerçants balaient leurs trottoirs avec une application exagérée, et les cloches de l'église sonnent les heures comme un métronome imperturbable. Pourtant, pour Lucas, Mila et Élise, chaque coin de rue est désormais suspect, un potentiel piège tendu par l'invisible.
Les ombres des arbres centenaires s'étirent un peu trop avidement au soleil couchant, les reflets dans les vitrines des boulangeries déforment leurs silhouettes en spectres éthérés et un bourdonnement sourd presque subliminal semble émaner des murs même de la ville. Ils parlent peu de leur découverte, la porte métallique, les murmures déformés de Noah, les symboles qui scintillent comme les yeux dans l'obscurité, conscients que toute mention à voix haute pourrait provoquer une panique contagieuse autour d'eux, alertant les adultes qui veillent déjà, avec une vigilance accrue. Les conversations se limitent à des échanges codés, des regards complices jetés par-dessus les épaules, et des notes griffonnées dans un carnet que Mila garde précieusement dans son sac à dos. On ne peut pas en parler à personne, répète Lucas lors de leur rare conciliabule, sa voix basse et tendue, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes n'écoutent. Élise, hantée par ses visions et ce lien croissant avec l'écho, hoche la tête en silence, ses doigts triturant nerveusement la balise métallique qu'elle porte désormais en pendentif improvisé. Mila, la plus pragmatique, tente de structurer leur peur en liste et en plan, mais même elle sent le poids d'une fatigue nouvelle, une lassitude qui s'infiltre dans leurs os comme l'humidité de la rivière. Pourtant, au milieu de cette vigilance épuisante, quelque chose de plus inattendu, de plus disruptif encore, les attend, prêt à fissurer le fragile équilibre qu'ils ont tenté d'établir. Un après-midi frisquet de fin de semaine alors que le soleil des hivers décline déjà vers l'horizon en une boule orangée et pâle, les trois amis rentrent de l'école par le chemin qui serpentait le long de la colline surplombant la ville. Leurs cartables ballottent contre leurs flancs, alourdis par des devoirs qu'ils n'ont pas le cœur d'ouvrir, et leur souffle forme de petits nuages blancs dans l'air piquant. La conversation roule sur des banalités. Un professeur abs, une dispute au réfectoire pour masquer l'angoisse qui les ronge, mais leurs pas sont lourds, leurs regards scrutant instinctivement les environs. C'est alors qu'ils aperçoivent une adolescente assise seule sur un banc moussu près de l'ancien laboratoire abandonné, ce bâtiment délabré aux murs de briques effritées et aux fenêtres barricadées de planches disjointes, vestiges silencieux des expériences de 1987 que le père de Lucas avait évoquées. Le laboratoire se dresse comme une ruine industrielle, envahie par les ronces et les herbes folles, son entrée principale scellée par une chaîne rouillée qui grince au vent. L'adolescente, d'une quinzaine d'années peut-être, est immobile, ses cheveux noirs et lisses balayés par une brise capricieuse qui semble ne toucher qu'elle, comme si l'air conspirait à souligner sa présence. Elle porte un manteau usé aux coutures effilochées, trop grand pour sa silhouette fine, et ses mains sont croisées sur ses genoux, paumes vers le haut, dans une posture presque rituelle. Mais ce qui frappe Lucas en premier, c'est ses yeux. Ils brillent d'une lumière étrange, comme électrifiés, un éclat bleuté et intermittent qui danse dans ses pupilles dilatées, évoquant les arcs électriques d'une tempête lointaine. Elle ne parle pas, ne bouge pas, mais son regard intense semble sonder leur esprit, perçant les défenses qu'ils ont érigées contre l'inconnu. Lucas s'arrête net, un frisson remontant le long de sa nuque. Qui c'est, ça ? Murmure-t-il, sentant immédiatement que cette fille ne ressemble à personne qu'ils ont rencontré dans les cercles étroits de Valmont, ni une élève du lycée, ni une touriste égarée. Mila fronce les sourcils, son esprit analytique s'activant, sceptique mais intrigué, elle ajuste ses lunettes et observe la scène avec une distance calculée, se demandant si c'est une coïncidence ou un leurre. Peut-être une nouvelle. Ou quelqu'un qui squatte l'endroit, suggère-t-elle, mais sa voix manque de conviction. Élise, elle, se fige sur place, son corps se raidissant comme sous une décharge invisible, elle sent une connexion, inexplicable et profonde, un fil ténu qui la relie à cet inconnu, comme si leurs âmes se frôlaient dans un espace intermédiaire. Elle me connaît, souffle Élise, les yeux rivés sur la fille, un vertige la saisissant tandis que des flashs de vision couloirs sombres, voix étouffée lui traversent l'esprit. Les jours qui suivent l'arrivée de Léna sont étranges. À Valmont-sur-Rivière, la réalité commence à se fissurer. Notre petite ville, autrefois si tranquille avec ses marchés matinaux et ses promenades au bord de la rivière, montre des signes d'instabilité. Les horloges publiques, celles des églises, des gares, et même les vieilles montres-bracelets, s'arrêtent toutes pile à minuit. Le temps semble refuser d'avancer. Nos téléphones aussi déraillent, les écrans s'éteignent en plein appel, les applis frisent, les notifications ne viennent plus. C'est un silence numérique oppressant. Certains habitants, les plus sensibles, racontent des sensations bizarres, comme si le temps s'étirait ou se contractait. Une minute pour traverser la place du marché leur paraît une éternité. Les rumeurs vont bon train dans les cafés, c'est à cause des travaux sur la rivière, disent les uns. C'est ces gamins qui fouinent partout, marmonnent les autres. Mais nous, Lucas, Mila, Élise et maintenant Léna, on sait la vérité. L'écho n'est plus juste un labyrinthe souterrain. Il s'étend, ses ondes se propagent dans toute la ville, dans nos maisons, dans nos esprits. Chaque anomalie est un avertissement. La frontière entre notre monde et l'autre s'effrite. Comme l'a dit Lucas l'autre soir, c'est comme si la ville respirait avec nous, ou contre nous. Chaque nuit, Élise sent les anomalies arriver. Ça commence par des vibrations sourdes qui remontent du sol, un picotement qui se propage dans tout son corps et lui coupe le souffle. C'est comme si l'écho la touchait, pour la prévenir ou la menacer.
Elle se réveille en sueur, les ombres dans sa chambre semblent danser. Ça commence toujours par un bourdonnement, comme un essaim lointain, nous explique-t-elle le lendemain, dans le grenier de Mila. Lucas, toujours aussi méthodique, note tout l'heure, l'intensité, les symptômes d'Élise, ses visions de couloirs rouges ou de Noah, flottant dans le vide. Son carnet se remplit de tableaux. Mila croise ses données avec les enregistrements audio qu'elle capture. Elle trace des graphiques qui montrent des pics d'activité parfaitement synchronisés avec les pannes en ville. Lena, assise en tailleur, nous observe avec ses yeux luminescents. D'une voix qui semble porter l'écho de mille autres, elle nous explique que ce sont des signes. La frontière entre les mondes s'amincit. L'écho n'est pas statique, dit-elle en traçant un symbole dans l'air. C'est un miroir brisé qui déforme notre réalité. Plus vous vous en approchez, avec vos explorations, vos appels à Noah, plus le temps devient instable. À minuit, quand le voile est le plus fin, tout converge. Ce qui est enfoui remonte. Élise sent alors un lien étrange se renforcer en elle, une connexion avec ses vibrations qui la terrifient autant qu'elle l'attire. Une nuit, la tension est à son comble. On décide d'approcher la maison abandonnée précisément à minuit. C'est le moment où l'écho est le plus actif. Le ciel est noir, l'air est froid et sent la terre humide. On se faufile dans les ruelles, évitant les rares lampadaires encore allumés. Nos sacs à dos sont lourds, lampe torche, l'enregistreur de Mila et la balise métallique que Lena serre dans son poing. Le silence est total, surnaturel. Les maisons semblent retenir leur souffle. L'air est si dense qu'on a l'impression de marcher dans de l'eau. Lucas regarde sa montre 23h58. Encore 2 minutes, murmure-t-il. Élise sent déjà les vibrations sous ses pieds, un rythme cardiaque souterrain qui s'accélère. Mila est prête à chronométrer. Lena nous guide, ses yeux projetant une lueur fantomatique sur le sentier. Quand l'horloge de la vieille tour sonne minuit, un gong sourd retentit. Une onde de choc parcourt le sol, faisant trembler les fenêtres. Dame murmure déformé s'élève, des bribes de voix familières tordues en gémissements. Les lampadaires se mettent à clignoter frénétiquement, projetant des ombres qui dansent sur les murs comme des créatures affamées. Soudain, dans le reflet d'une vitre brisée de la maison, une silhouette apparaît. C'est Noah, ou plutôt une version de lui, piégée entre notre monde et l'écho. C'est comme un hologramme qui vacille. Son visage est pâle, presque transparent. Ses mouvements sont lents, saccadés, comme un film au ralenti. Ses yeux brillent d'un éclat étrange, un mélange de bleu électrique et de vide. Il essaie de parler, mais seul un souffle rauque s'échappe de sa bouche. Un premier. Des étirés qui nous glacent le sang. On est tout figé. Lucas a les larmes aux yeux, un mélange de joie et d'horreur. Mila recule d'un pas, son esprit rationnel complètement brisé. Élise, instinctivement, tend la main vers lui. Lena s'avance, calme. Elle tend sa main vers le reflet et une lueur bleutée enveloppe la silhouette de Noah. Il se solidifie un peu, ses contours deviennent plus nets. Il nous fait un lent signe de tête, un signe de gratitude désespérée. Mais sa présence reste fragile, prête à s'évanouir. Il est coincé dans la brèche, murmure Lena. Pas tout à fait ici, pas tout à fait là-bas. Pour le ramener, il faut équilibrer la frontière. Quelqu'un doit agir de l'autre côté, pour ancrer le passage. On comprend alors qu'il ne reviendra pas sans une intervention directe, sans qu'un de nous fasse un pas dans l'abîme. On se prépare à entrer dans l'écho. La trappe de la maison est ouverte, les symboles gravés sur les murs pulsent d'une lueur inquiétante. Mais quand Lucas essaie de s'approcher, une force invisible le repousse. Je ne peux pas, dit-il, frustré. Mila essaie de retenir Élise. Attends, on n'a pas de plan, c'est trop risqué. Mais Élise refuse d'écouter. Son regard est fixé sur le reflet de Noah. Elle sent que son lien avec lui, cette sensibilité qui l'a tant fait souffrir, est peut-être la clé. C'est moi qui dois y aller, affirme-t-elle, sa voix étonnamment ferme. Lena hoche la tête. Ton lien est le plus pur. Il te guidera, mais ne te laissera pas partir facilement. Autour de nous, le monde devient instable. Les bâtiments vacillent comme des mirages, les murs de la maison semblent respirer. Un vent glacial apporte des murmures, des rires, des appels désespérés. Les lampadaires projettent des éclairs de lumière qui déchirent la nuit. Au milieu de ce chaos, la voix de Lena s'élève, claire et tranchante à minuit, chaque seconde compte. L'écho n'attend pas, il dévore ce qui hésite. On comprend que l'écho n'est plus juste sous la ville, il est en train de la transformer, de jouer avec nous. Ces anomalies n'étaient que le début. Le monde miroir menace d'engloutir le nôtre. Et cette nuit, notre choix décidera non seulement du sort de Noah, mais de celui de Valmont-sur-Rivière tout entier. Au bord du précipice, le souffle court, nous sommes prêts à plonger dans l'inconnu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre exploration intérieure. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi fascinant que profond, traverser le voile. Qu'est-ce que ce fameux voile ? Pour beaucoup, il représente la fine barrière qui sépare notre monde physique, tangible, de l'univers invisible, celui des esprits, des énergies, de la conscience pure.
c'est la frontière entre le connu et l'inconnu, entre la vie telle que nous la percevons et ce qui se trouve au-delà. Depuis la nuit des temps, l'humanité a cherché à comprendre et à percer ce mystère. Chamans, mystiques, sages et même des scientifiques de pointe se sont penchés sur cette question. Est-il possible de communiquer avec l'autre côté? Pouvons-nous recevoir des messages ou des guidances de dimensions supérieures? C'est ce que nous allons explorer ensemble. L'idée de traverser le voile n'est pas forcément liée à la fin de la vie physique. C'est avant tout une expansion de la conscience. C'est apprendre à écouter au-delà du bruit de notre quotidien, à voir au-delà des apparences. Cela commence souvent par un travail sur soi, la méditation, la pleine conscience, l'écoute de son intuition. Ces pratiques nous aident à calmer notre esprit analytique. Imaginez parler français avec confiance, en seulement 3 mois. Marre des progrès lents, de la grammaire compliquée et des méthodes inefficaces? Découvrez Mastering French From à un tous et à une trimonte, une méthode rapide et complète. Passez de bonjour à une expression avancée, avec des leçons claires et structurées. Tous les niveaux du sacre, la grammaire, le vocabulaire et l'oral, en seulement 15 minutes par jour. Commencez aujourd'hui. Parlez français avec confiance. Votre avenir commence maintenant. Notre fameux mental qui veut tout contrôler et tout rationaliser pour laisser place à une perception plus subtile. Pensez à ces moments où vous avez eu une intuition fulgurante, une synchronicité étonnante ou un rêve si vif qu'il semblait réel. Ce sont des petites fissures dans le voile, des instants où la connexion s'établit. Le voile n'est pas un mur de briques infranchissable. Il est plutôt comme une membrane perméable qui s'amincit lorsque notre fréquence vibratoire s'élève. Comment élever sa fréquence? Par la joie, l'amour, la gratitude, la créativité. Quand vous faites quelque chose qui vous passionne, quand vous êtes dans un état de flux, le temps semble disparaître et vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. C'est dans ces moments-là que le voile devient presque transparent. Les idées fusent, les solutions apparaissent et on se sent guidé. Beaucoup de traditions parlent des guides spirituels, des anges gardiens ou des ancêtres bienveillants qui veillent sur nous depuis l'autre côté du voile. Ils communiquent avec nous de mille et une manières. Parfois, c'est une plume trouvée sur notre chemin, une chanson qui passe à la radio au moment parfait, ou une pensée réconfortante qui ne vient de nulle part. L'important est d'être ouvert à recevoir ces signes, de ne pas les rejeter comme de simples coïncidences. Le travail sur les rêves est aussi une porte d'entrée extraordinaire. Dans l'état de rêve, notre conscience est plus libre, moins limitée par les lois de la physique et de la logique. C'est un terrain de jeu où notre âme peut voyager, recevoir des enseignements et même rencontrer des êtres d'autres plans. Tenir un journal de rêves et apprendre à les interpréter peut révéler des messages profonds sur notre chemin de vie. Certaines personnes ont des dons plus prononcés, comme la clairvoyance, la clairaudience ou la clairsentience. Elles perçoivent les informations de l'autre côté du voile de manière plus directe. Mais il est important de se rappeler que nous avons tous cette capacité à un certain degré. C'est un muscle spirituel qui peut être entraîné et développé avec de la patience et de la pratique. L'une des clés pour traverser le voile en toute sécurité est l'intention. Pourquoi voulez-vous établir cette connexion? Est-ce par curiosité, par peur, ou par un désir sincère de croissance et de compréhension? Une intention pure, basée sur l'amour et la lumière, crée une protection naturelle. Elle attire des énergies de même nature. Il est essentiel d'aborder cette démarche avec humilité et respect. Les expériences de mort imminente, les EMI, sont peut-être le témoignage le plus puissant de ce qui se passe de l'autre côté. Milliers de personnes à travers le monde, de toutes cultures et croyances, rapportent des expériences similaires, un tunnel de lumière, un sentiment d'amour inconditionnel, des retrouvailles avec des êtres chers décédés. Ces récits sont une source d'espoir et de réconfort. Ils nous montrent que la conscience persiste après la mort du corps physique et que l'au-delà est un lieu de paix et d'amour. Traverser le voile, c'est donc aussi se défaire de la peur de la mort. C'est comprendre que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, et non l'inverse. La vie sur Terre est une école, une opportunité d'apprendre, d'évoluer et surtout d'aimer. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi est une leçon pour notre âme. Lorsque nous intégrons cette perspective, notre vie quotidienne se transforme. Les petits tracas perdent de leur importance. On développe plus de compassion pour soi-même et pour les autres. On réalise que nous sommes tous connectés, que nous faisons tout partie du même grand tout. Cette conscience élargie est le véritable trésor que l'on trouve en traversant le voile. Alors, comment commencer concrètement? Commencez petit. Chaque jour, prenez quelques minutes pour vous asseoir en silence. Posez une question à votre moi supérieur ou à vos guides, puis écoutez. Ne cherchez pas une réponse avec votre tête, mais soyez attentif aux sensations, aux images ou aux mots qui peuvent surgir spontanément. Notez ce qui vous vient, sans jugement. Soyez attentif aux signes dans votre environnement. Remerciez l'univers lorsque vous en recevez un. La gratitude amplifie la connexion. Entourez-vous de beauté, écoutez de la musique qui élève votre âme, passez du temps dans la nature.
La nature est un portail puissant, un lieu où le voile est particulièrement fin. Il est important de souligner que ce chemin est personnel. Il n'y a pas de méthode unique qui fonctionne pour tout le monde. Explorez, expérimentez et surtout, faites confiance à votre propre guidance intérieure. Votre cœur sait. Votre âme connaît le chemin. Traverser le voile n'est pas une évasion de la réalité. Au contraire, c'est une façon de vivre notre réalité de manière plus riche, plus profonde et plus significative. C'est amener un peu de magie et de sacré dans notre quotidien. C'est se souvenir de qui nous sommes vraiment, des êtres de lumière, infinis et éternels, venus ici pour briller. N'ayez pas peur de l'inconnu. Accueillez-le comme une aventure passionnante. Le voyage à travers le voile est le voyage de retour à la maison, à notre véritable essence. C'est une danse entre le visible et l'invisible, une célébration de la vie dans toutes ses dimensions. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. J'espère que cela vous a inspiré à regarder au-delà des apparences et à ouvrir votre cœur aux merveilles de l'univers. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Dans les instants qui suivent leur franchissement périlleux du voile, l'écho se révèle dans toute sa fureur imprévisible, un chaos primal qui défie les lois mêmes de la perception. Ce monde parallèle, autrefois un vide blanc et serein comme un linceul immaculé, devient instable, vibrant d'une énergie chaotique qui fait trembler les fondations de leur réalité. La lumière blanche, qui baignait l'espace d'une clarté diffuse et trompeuse, se transforme par instants en ombre mouvante, des voiles noirs et tourbillonnants qui déforment l'espace autour de Lucas, Mila, Elise et Lena comme des miroirs brisés manipulés par une main invisible. Les contours de leurs silhouettes s'étirent et se tordent, leurs membres semblant s'allonger en appendices grotesques avant de se replier en forme compacte et difforme, un kaléidoscope de distorsion qui donne le vertige et ébranle leur sens de l'équilibre. L'air, autrefois neutre et aseptisé, se charge maintenant d'une odeur âcre, un mélange de ozone brûlé et de terre humide arrachée des profondeurs, comme si l'écho exsudait sa propre sueur de terreur contenue. Noah reste immobile au centre de cette tourmente, une figure fragile et éthérée au cœur du maelstrom, son corps menu flottant toujours à mi-hauteur, suspendu par des fils invisibles qui le relient au vide. Ses yeux grands et implorants reflètent la peur de ce monde parallèle, un éclat brun voilé par une brume intérieure, où se mêle la confusion d'un enfant perdu et une résignation ancienne, comme s'il avait déjà vu des abysses que les autres ne peuvent imaginer. Les symboles gravés sur les murs du sous-sol, ces cercles barrés de lignes irrégulières qui ornent les parois élastiques, comme des tatouages vivants et sur la balise serrée dans la main de Mila pulse d'une énergie inquiétante, une phosphorescence verdâtre qui s'intensifie en synchronie avec les pulsations de leur cœur affolé, projetant des éclats intermittents qui dansent sur les ombres comme des lucioles enragées. C'est comme si l'endroit respirait avec nous, allait Élise, sa voix un fil ténu dans le tumulte, tandis que ses doigts, entrelacés à ceux de Noah, tremblent sous l'effort de maintenir ce lien précaire. Chaque pas vers lui devient un combat acharné, une lutte viscérale contre les forces qui conspirent à les séparer. Le sol miroitant, qui ondule sous leurs semelles comme une mer agitée par un orage souterrain, aspire leurs pieds avec une succion gluante, rendant chaque avancée une conquête épuisante, comme marcher dans du sable mouvant chargé d'électricité statique qui picote leur peau jusqu'à la faire saigner de minuscules étincelles. Les ombres semblent se multiplier exponentiellement, naissant des recoins flous de la blancheur pour se mouver vers eux en une marée inexorable, des tentacules d'encre qui s'étirent et se lovent, cherchant à rompre le lien fragile qui maintient Noah dans leur portée, ce halo doré qui émane de la main d'Élise, un phare vacillant dans la nuit éternelle. Élise tient sa main avec une concentration farouche, ses ongles enfoncés dans la chair froide de Noah, canalisant toute sa volonté pour ancrer cette connexion, sentant à travers elle les échos de ses peurs, les flashs de sa disparition près de la rivière, le cri étouffé avalé par les eaux, la solitude infinie de ce néant. Imaginé par les Français avec confiance, en seulement 3 mois. Marre des progrès lents, de la grammaire compliquée et des méthodes inefficaces? Découvrez Mastering French From à un tous et à une trimonte, une méthode rapide et complète. Passez de bonjour à une expression avancée, avec des leçons claires et structurées. Tous les niveaux du sacre, la grammaire, le vocabulaire et l'oral, en seulement 15 minutes par jour. Commencez aujourd'hui. Parlez français avec confiance. Votre avenir commence maintenant. Je te tiens, Noah. Je te tiens, murmure-t-elle entre ses dents serrées, des larmes perlant au coin de ses yeux, se vaporisant instantanément dans l'air chargé. Lucas, à ses côtés, brandit la lampe de poche comme une épée dérisoire, son faisceau se déformant en ruban lumineux qui fouette les ombres, les repoussant momentanément dans un sifflement spectral, tandis que Lena, les yeux crépitants d'une lueur bleutée plus vive que jamais, entonne un chant bas et rythmé. Sa voix superposée résonnant comme un cœur d'âme perdu, stabilisant l'environnement par pure force de volonté. Respirez.
Alignez-vous, exhorte-t-elle, sa voix un ancrage dans la folie, tandis que des éclairs miniatures jaillissent de ses paumes, traçant des arcs qui grillent les bords des ombres les plus audacieuses. Mila, de son côté, observe la balise avec une intensité maniaque, ses yeux plissés derrière ses lunettes embuées, cherchant un motif, un rythme caché dans les pulsations des symboles, une séquence de flashs verts qui s'accélère, comme un code morse dément, un pouls erratique qui pourrait, si elle le décrypte, contrecarrer les perturbations. Il y a quelque chose. Un contre-rythme, marmonne-t-elle pour elle-même, traçant des équations mentales dans l'air, son esprit analytique luttant pour imposer un ordre au chaos, ignorant la sueur qui ruisselle le long de son dos et les ombres qui effleurent ses chevilles comme des doigts glacés. Soudain, un souffle glacial traverse le groupe comme une lame de fond arctique, un vent hurlant qui naît du néant et les plaque au sol, arrachant des cris étouffés de leur gorge. L'écho hurle en réponse, un cri primal et dissonant qui vibre dans leurs os, un mugissement qui fait saillir les veines sur leurs tempes et bourdonner leurs tympans comme après une explosion. Les murs indéfinis, ces parois floues qui font dans l'horizon blanc se tordent en convulsions violentes, se rapprochant en un étau oppressant qui réduit l'espace à une bulle étouffante, l'air se raréfiant jusqu'à ce que chaque inspiration soit un râle laborieux. La lumière devient aveuglante, un flash supernova qui inonde leur rétine d'un blanc purificateur, effaçant temporairement toute ombre mais laissant des traînées fantômes dans leur vision, des taches noires qui dansent comme des spectres moqueurs. Noah vacille au centre de ce cataclysme, sa silhouette se dissolvant par instants en une brume translucide, ne laissant qu'un vide hurlant là où il flottait, un trou béant qui aspire l'espoir du groupe. Lucas tend la main en vain, ses doigts traversant le néant, un désespoir cru lui nouant la gorge. Noah. Non, reviens, hurle-t-il, sa voix se brisant en un sanglot, tandis qu'Élise, paniquée, resserre sa prise sur le vide, sentant le lien se rompre comme un fil d'araignée sous la tempête. Léna, projetée à genoux par la rafale, se redresse d'un bond, ses yeux devenant deux soleils bleus dans la tourmente, et crie par-dessus le vacarme: concentrez-vous. L'écho se nourrit de la peur, mais vous pouvez le contrôler avec la foi. Croyez en votre cercle, en ceux qui vous unissent, Noah et à vous, pas à lui. Ces mots, portés par une onde télépathique, perçant le hurlement comme une lame, résonnant dans leurs esprits comme un appel aux armes, un rappel que leur humanité collective est leur plus grande arme contre ce miroir vorace. Le groupe, uni dans cette précarité absolue, synchronise leur respiration en un rituel désespéré, des halètements profonds et réguliers qui se calquent les uns sur les autres, un rythme primal qui fait battre leur cœur à l'unisson thump, thump, thump comme un tambour de guerre contre l'abîme. Élise ferme les yeux, canalisant sa foi en ce lien forgé dans les rires partagés et les nuits d'angoisse, imaginant un filet de lumière tissé de leurs souvenirs communs, les parties de cache-cache au bord de la rivière, les secrets chuchotés sous les couvertures. À mesure qu'ils s'alignent, que leurs volontés se font dans une harmonie tangible, la lumière blanche se stabilise, passant d'un éclat frénétique à une lueur douce et constante, un phare qui repousse les distorsions comme une marée descendante. Les ombres, ces entités affamées, reculent légèrement, se repliant en murmures réticents, leurs tentacules noirs se rétractant dans les recoins flous comme des bêtes blessées. Noah apparaît plus solidement, sa forme se solidifiant en une présence tangible, ses yeux s'ouvrant pleinement pour fixer le groupe avec une reconnaissance poignante, un regard qui dit tout gratitude, amour, un merci muet qui illumine son visage pâle d'un sourire fragile, le premier depuis sa disparition. C'est nous, souffle Lucas, une larme traçant un sillon sur sa joue, tandis que Mila hoche la tête, la balise dans sa main ralentissant son pouls erratique en un rythme apaisé, comme si l'objet lui-même approuvait leur victoire naissante. Pourtant, cette victoire semble aussi fragile qu'un château de sable face à la marée montante, un répit précaire dans une bataille loin d'être gagnée. Une vibration sourde secoue tout l'espace, plus forte, plus profonde que jamais, un grondement viscéral qui émane des tréfonds de l'écho comme le battement d'un cœur géant enragé, faisant onduler le sol en vagues qui les déséquilibrent, projetant des éclats de lumière blanche comme des éclats de glace. La frontière entre le monde réel et l'écho commence à se fissurer, des lézardes lumineuses, des failles d'or pur et crépitant apparaissant autour d'eux en un réseau de veines éclatées, menaçant d'engloutir tout ce qu'ils connaissent, les rues familières de Valmont-sur-Rivière, les rires étouffés des habitants, la rivière, qui coule paisiblement en surface. Par ses fissures, des visions fugaces perçant, un bout de pavé craquelé, un volet claquant au vent, le père de Lucas penché sur son établi, inconscient du chaos qui gronde sous ses pieds. Ça s'effondre. Tout. Gémit Mila, sa voix chevrotante trahissant la fêlure de son rationalisme, tandis que les ombres, repoussées mais pas vaincues, testent les bords des failles, tendant des pseudopodes pour les happer. Léna, sentant l'urgence comme un picotement électrique dans ses veines, prend une décision radicale, son visage se durcissant en une masque de résolution forgée dans les épreuves passées. L'écho doit être stabilisé depuis l'intérieur, ancré par une volonté qui transcende le cercle.
Elle s'avance vers Noah d'un pas déterminé, fendant les ondes de choc comme une figure de proue, et pose ses mains sur ses épaules frêles, ses paumes crépitant d'une énergie bleue qui se déverse en lui comme un torrent vital. « Tenez bon, donnez-moi tout », exhorte-t-elle, et les adolescents Lucas, Mila, Elise se tiennent fermement les mains, formant une chaîne humaine qui pulse d'une énergie collective, envoyant leur courage, leur peur transmutée en force pour maintenir le monde en équilibre précaire. Elise sent le flux passer à travers elle, un courant chaud qui la relie à Noah comme une veine ouverte. Lucas ferme les poings, puisant dans les souvenirs de son père et des secrets enfouis. Mila visualise ces équations comme des boucliers mathématiques, imposant l'ordre au désordre. Le grondement devient un hurlement assourdissant, un cri qui déchire l'air en lambeaux, faisant vibrer leurs dents et leurs os jusqu'à la moelle, un crescendo qui culmine en une symphonie de chaos où les fissures s'élargissent en gouffres béants, aspirant des bribes de leur monde un fragment de la maison abandonnée, un écho de la rivière. Lucas ferme les yeux au milieu de cet apocalypse intime et sent un lien étrange s'établir entre lui, Noah et le reste du groupe, un réseau télépathique qui transcende les mots, des images affluents, des souvenirs partagés qui se tissent en un tapis protecteur, les rires sous la pluie, les promesses chuchotées dans l'obscurité. Le temps se dilate autour d'eux, chaque seconde s'étirant en une éternité subjective où ils vivent des vies alternatives en un battement de cils, des mondes où Noah n'a jamais disparu, où l'écho reste scellé, mais aussi des abysses où il sombre tout. Puis, dans un éclat soudain qui illumine l'infini blanc d'un halo éclatant, la lumière explose en une nova bienveillante, un flash purificateur qui balaie les ombres et referme les fissures en un claquement cosmique, comme une plaie se suturant sous la main d'un chirurgien divin. Tout retombe dans un silence absolu, un vide apaisé où seul le souffle haletant du groupe rompt la quiétude, un écho de leur triomphe fragile. Ils ouvrent les yeux, clignant dans la pénombre résiduelle, et découvrent Noah enfin stable, capable de bouger normalement, ses pieds touchent le sol miroitant avec un bruit mat, rassurant, et il titube légèrement en avant, tombant dans les bras d'Élise dans un sanglot muet, son corps chaud et réel. Contre le sien. « Je suis là », murmure-t-il d'une voix rauque, éraillée par des semaines de silence, un son qui fait jaillir des larmes collectives, un soulagement si pur qu'il en est douloureux. L'écho s'est calmé, sa fureur retombant en une vibration résiduelle, un bourdonnement sourd et distant qui rappelle que le danger n'est jamais loin, comme un prédateur sommeillant sous la surface. La porte métallique, derrière eux, s'est refermée d'elle-même, et ils remontent l'escalier en colimaçon dans un silence épuisé, émergeant dans la maison qui semble ordinaire à nouveau, les draps jaunis sur le mobilier, les dessins d'enfants jaunis au mur, la poussière dansante dans les rayons de lune qui filtrent par les fenêtres craquelées. Mais l'ombre de ce qu'ils ont traversé persiste dans chaque coin du sous-sol, une fraîcheur persistante, un murmure fugace quand le vent se lève, un symbole qui semble cligner de l'œil dans l'obscurité. Pour la première fois depuis des semaines, ils respirent librement, assis en cercle sur le plancher craquant de la maison abandonnée, Noah blotti contre l'épaule d'Élise, ses paupières lourdes de fatigue bienheureuse. Lucas passe une main dans ses cheveux emmêlés, un geste fraternel qui scelle leur retour. Mila range la balise dans son sac, son esprit déjà en train de cataloguer les leçons apprises. Lena, adossée au mur, observe la nuit par une fenêtre brisée, ses yeux redevenus presque normaux, mais avec une étincelle résiduelle. Il rit nerveusement, un éclat qui brise la tension comme du verre, partageant des anecdotes hachées sur les ombres qui dansaient la salsa ou le temps qui s'est étiré comme un chewing-gum. Mais tous savent, au fond de leur cœur épuisé, que ce n'est qu'une pause, un interlude dans une symphonie plus vaste. L'écho existe toujours, tapis sous la ville comme une bête blessée mais pas morte, sa porte cette faille qu'ils ont forcée et refermée bien couverte pour la dernière fois, pourrait s'entr'ouvrir à nouveau à tout moment, sous l'effet d'une vibration oubliée, d'un appel non entendu. Le groupe réalise, dans ce calme précaire, que leur lutte n'est pas terminée, les secrets de 1987, les disparitions passées, les murmures qui persistent dans les rêves d'Élise, tout cela forme un réseau plus vaste, un écheveau d'énigmes qui s'étend au-delà de Valmont-sur-Rivière. Chaque pas dans leur ville le long des rues pavées, au bord de la rivière scintillante, sous les yeux complices des adultes pourrait les rapprocher de nouvelles ombres, de nouveaux échos qui attendent dans l'obscurité. Debout sous le ciel étoilé qui s'éclaircit enfin, ils se jurent en silence de veiller, unis contre l'invisible, prêts à affronter ce qui viendra, car l'écho, une fois éveillé, ne dort plus jamais vraiment. Après la stabilisation miraculeuse de Noah arraché aux griffes de l'écho dans un éclat de lumière et de silence absolu, le groupe Lucas, Mila, Elise, Lena et maintenant Noah pâle mais vivant prend quelques jours pour récupérer un répit fragile dans la tempête qui a ravagé leur âme et leur corps. Ces jours se déroulent dans une brume d'épuisement bienheureux où les heures s'étirent comme un baume sur des plaies encore vives. Chez Lucas, la maison familiale retrouve un semblant de chaleur. Son père, alerté par les rumeurs de la ville et les regards fuyants de son fils, prépare des repas copieux, soupe fumante aux légumes de saison, pain frais sorti du four qui embaume l'air de levure et de
Réconfort, sans poser trop de questions, mais avec une vigilance accrue, ses yeux plissés scrutant les ombres comme s'il sentait l'écho des secrets qu'il avait lui-même enfouis. Noah, hébergé temporairement chez Élise sous prétexte d'une grippe passagère, dort beaucoup. Imaginé par les Français avec confiance, en seulement 3 mois. Marre des progrès lents, de la grammaire compliquée et des méthodes inefficaces? Découvrez Mastering French From à un tous et à Intrimont, une méthode rapide et complète. Passez de bonjour à une expression avancée, avec des leçons claires et structurées. Tous les niveaux du secre, la grammaire, le vocabulaire et l'oral, en seulement 15 minutes par jour. Commencez aujourd'hui. Parlez français avec confiance. Votre avenir commence maintenant. Son sommeil agité ponctué de murmures inintelligibles qui font sursauter sa mère dans la nuit, mais il parle enfin, sa voix rauque et hésitante racontant des bribes de son calvaire, des flottements interminables, des voix qui appelaient. Son visage, un froid qui rongeait l'intérieur comme de la glace fondante. Élise, marquée par le lien viscéral qui l'a uni à lui dans l'écho, reste à son chevet, lui tenant la main dans un silence complice, sentant encore les vibrations résiduelles pulser sous sa peau comme un tatouage invisible. Mila la plus pragmatique transforme son grenier en quartier général improvisé étalant des cartes à noter, des enregistrements audio et des notes griffonnées sur des cahiers usés analysant chaque détail de leur traversée pour en tirer des leçons, son esprit cartésien refusant de s'effondrer sous le poids de l'irrationnel. Léna, quant à elle, erre seule dans les ruelles de Valmont-sur-Rivière à l'aube, ses yeux luminescents voilés d'une fatigue ancienne, cherchant des signes d'instabilité dans le sol qui craque ou les nuages qui s'amoncellent trop vite. Mais la ville ne retrouve jamais sa normalité d'antan, cette quiétude feutrée d'un bourg provincial où les jours s'écoulent au rythme des cloches de l'église et des commérages au marché. Les habitants continuent de ressentir une inquiétude diffuse, un malaise insidieux qui s'infiltre comme une brume matinale, des objets disparaissent sans trace, une tasse préférée sur la table de cuisine, un jouet d'enfant dans le jardin réapparaissant parfois des jours plus tard à des endroits absurdes comme si le temps les avait escamotés. Dames ombres inhabituelles apparaissent au coin des yeux, des silhouettes fugaces qui s'étirent au crépuscule le long des façades de pierre patinée, effleurant les passants d'un frisson glacé avant de se dissoudre dans l'air. Et certaines horloges, ces gardiens stoïques du quotidien, restent arrêtés à minuit précis, leurs aiguilles figées en une immobilité accusatrice qui fait douter de l'heure, du jour, de la réalité elle-même. Les rumeurs gonflent comme une marée, c'est la malédiction de la rivière, chuchote-t-on au café du coin, où les verres de vin rouge se vident plus vite. Ou ces expériences d'autrefois qui reviennent nous hanter, murmurent les anciens, leurs regards fuyant vers les collines où se tapit le laboratoire abandonné. Les enfants, eux, jouent moins bruyamment, leur rire coupé par des silences soudains, comme si l'écho avait laissé une empreinte collective, un murmure permanent dans l'atmosphère. Lucas, Mila, Élise et Léna, avec Noah désormais intégré son témoignage, ajoutant une couche poignante à leur délibération, savent au plus profond d'eux que l'écho n'est pas complètement neutralisé, qu'il sommeille comme une bête blessée, ses plaies suintant encore des vibrations qui font trembler les verres dans les placards à minuit. Ce n'est plus une menace abstraite, mais une entité vivante, réactive, qui a goûté à leur peur et à leur courage, et qui attend, patiente, le prochain appel. Ils décident donc d'approfondir leur connaissance, de plonger dans les racines de ce maléfice pour en comprendre les ramifications, pourquoi cette dimension parallèle existe comme une tumeur sous la peau de la ville et pourquoi certains enfants vulnérables, sensibles comme des antennes dressées vers l'inconnu, ont été pris, au fil des années, aspirés dans ces abysses comme des feuilles dans un courant souterrain. Les après-midi se transforment en sessions intenses, réunies dans le grenier de Mila où l'air sent le vieux papier et la poussière soulevée par leurs fouilles. Léna, la gardienne de secrets les plus enfouis, prend la parole avec une gravité qui fait taire les tic-tac irréguliers des horloges environnantes. L'écho réagit à la peur, oui, comme une éponge qui absorbe nos terreurs pour les amplifier. Mais il se nourrit aussi des secrets du passé, de ces non-dits qui pourrissent comme une racine oubliée. Pour le contrôler durablement, pour l'empêcher de s'ouvrir à nouveau comme une plaie qui ne cicatrise pas, il faut comprendre son origine, pas seulement les expériences de 1987, mais ce qui les a précédées, les failles dans la terre de Valmont qui ont permis à cet espace de naître. Ses yeux, encore crépitants d'une lueur résiduelle, balaient le groupe, et Noah, assis en tailleur sur un coussin usé, hoche la tête avec une sagesse prématurée. Dedans, j'ai vu des échos d'autres enfants, pas des fantômes, mais des reflets qui pleuraient. Élise sent un frisson la traverser, un écho de son propre lien avec lui, tandis que Lucas feuillette un carnet jauni, ses notes croisant les confessions de son père avec les fragments que Léna a conservés, des croquis hâtifs, des dates soulignées en rouge. Mila, fidèle à elle-même, dresse une chronologie sur un tableau effaçable volé à l'école reliant les disparitions. 1962, un garçon nommé Étienne. 1975, une fillette prénommée Clara. 1987, l'incident majeur comme des perles sur un fil tendu vers le présent. Ce n'est pas aléatoire, conclut-elle, son marqueur grinçant sur la surface plastique. L'écho choisit les sensibles, ceux qui entendent les murmures avant les autres. Pour le sceller, on doit remonter à la source.
Guidée par de vieux plans que Lena a conservés, des feuilles froissées, jaunies par le temps, pliées dans une enveloppe cachetée d'un seau brisé, et des fragments d'informations glanés par Lucas auprès de son père lors d'une conversation tendue au dîner, où l'homme avait cédé un nom, une localisation, un avertissement chuchoté: n'y allez pas, fiston, c'est un tombeau. Ils se rendent au centre de recherche abandonné, ce bastion de béton fissuré qui se dresse comme une cicatrice sur la colline ouest de Valmont-sur-Rivière. Le voyage sous un ciel gris ardoise qui menace de pluie fine et un périple silencieux, ils pédalent sur des vélos aux pneus crissants sur le gravier humide, leur sac alourdi par des lampes, des carnets et la balise qui vibre faiblement contre la hanche de Mila comme un cœur de rechange. L'air est chargé d'une humidité oppressante, porteuse d'odeurs de mousse et de rouille, et le vent porte des murmures lointains, peut-être le chant des corbeaux perchés sur les arbres noueux ou les échos d'une autre époque. Le centre se profile à l'horizon comme une forteresse oubliée, ses murs de béton armé recouverts de graffitis anciens, des tags hâtifs des années 90, des cœurs brisés et des initiales enlacées, mais aussi des symboles plus sinistres, des cercles barrés de lignes irrégulières tracées à la hâte, comme si des mains désespérées avaient tenté de cartographier l'invisible. Chaque pièce qu'ils explorent, guidée par les plans jaunis qui craquent sous leurs doigts, semble émettre une vibration légère mais constante. Un bourdonnement résiduel qui fait vibrer les vitres brisées, les chaises renversées, comme un écho persistant des cris des machines ronronnantes et des murmures étouffés qui ont hanté ces lieux dans les années 80. Les couloirs, étroits et labyrinthiques, sentent le moisi et le métal oxydé, avec des flaques d'eau stagnantes reflétant leurs visages pâles comme des miroirs déformants. C'est ici que tout a commencé, murmure Lena, effleurant un mur où un symbole gravé semble pulser sous sa paume, ses yeux s'illuminant d'une lueur bleue fugace. Noah, marchant avec une prudence instinctive, s'arrête parfois pour toucher le sol, sentant les vibrations comme des souvenirs qui remontent. J'ai vu ça. De l'autre côté, dans l'une des salles les plus enfouies, une chambre aux murs tapissés de casiers métalliques rouillés, éclairée seulement par le faisceau tremblant de la lampe de Lucas, il découvre des archives enfouies sous des couches de poussière et de toiles d'araignée épaisses comme des voiles funéraires, des photos jaunies aux bords cornés montrant des groupes de scientifiques en blouse blanche, casque sur la tête, posant devant des équipements étranges, des générateurs bourdonnant, des capteurs branchés à des câbles serpentant comme des veines, des journaux de bord cahiers à spirale noircie d'une écriture serrée et fiévreuse décrivant des résonances impossibles et des échos vocaux non sourcés, et des enregistrements audio sur des cassettes magnétiques craquelées insérées dans un vieux lecteur à piles que Mila fait ronronner d'une main hésitante. Les voix qui en émergent sont spectrales, déformées par le temps et la bande usée. Un homme au ton professoral, jour 47. L'écho répond aux ondes alpha et les sujets enfants montrent une sensibilité accrue. Une femme voix chevrotante, incident du 12. Le petit Marc a traversé mais il est revenu. Changé, murmurant des choses qu'il n'aurait pas dû savoir. Une mention attire leur attention comme un crochet dans les tripes. Plusieurs enfants sélectionnés pour leur perception extrasensorielle ont été exposés à des expériences contrôlées placées près des failles pour communier avec l'écho, mais certains ont été récupérés partiellement arrachés au vide par des cordons ombilicaux de câblés. De prières traumatisés au point de ne plus parler pendant des mois, hantés par des visions de mondes miroirs où les rues de Valmont coulaient à l'envers. D'autres, hélas, ont disparu pour toujours, leurs dossiers classés perte technique, leurs familles indemnisées en silence par des chèques anonymes. Noah n'est donc pas le premier mais le plus récent d'une longue série de victimes, un maillon dans une chaîne forgée dans les ténèbres des années 80 où l'ambition scientifique avait ouvert des portes que la raison humaine ne pouvait refermer. C'était pas des accidents, souffle Noah, sa voix brisée par une compréhension nouvelle tandis que Lucas serre les poings. La rage bouillonnant contre les fantômes de ces hommes en blouse qui ont joué avec des vies comme avec des équations. Élise, attirée par une cassette marquée d'un symbole gravé au stylo, un cercle barré identique à ceux de la balise, pose ses doigts sur le boîtier avec une curiosité magnétique et est submergée par une vision fulgurante, un torrent d'images qui la plaque contre le mur comme une vague intérieure. Elle voit des couloirs souterrains vastes et voûtés comme les veines d'une montagne endormie, éclairés par des lampes rouges intermittentes qui projettent des ombres élongatées sur les parois humides. Des enfants, une dizaine peut-être, marchant en file indienne dans l'ombre, leurs petites mains serrées sur des peluches ou des crayons, les yeux grands d'une peur fascinée, guidés par des adultes en combinaison blanche qui murmurent des encouragements faux comme des promesses. Au centre de tout, une silhouette imposante, presque humaine mais déformée par l'écho, un corps élancé, voilé de brume, avec des membres qui s'étirent comme du caoutchouc, un visage sans traits où des yeux multiples clignotent comme des étoiles malveillantes, surveillant tout d'un regard qui aspire la lumière, un gardien ancestral qui semble naître de la terre elle-même, nourri par les peurs cumulées des décennies. La vision disparaît aussitôt, un claquement sec dans son esprit qui la laisse tremblante, agenouillée sur le sol froid, le souffle court et les joues mouillées de larmes involontaires. C'était le gardien, allait-elle, sa voix un fil brisé, tandis que Lena s'agenouille à ses côtés, posant une main apaisante sur son épaule, ses propres yeux voilés d'une reconnaissance douloureuse. Il protège l'écho, mais il n'est pas invincible. C'est une ombre du passé, née des premières fouilles ici, quand on a creusé trop profond.
Le groupe uni dans ce choc partagé, sans le poids de l'héritage s'abattre des disparitions non pas accidentelles, mais rituelles, des enfants offerts à un abîme pour apaiser une curiosité scientifique dévorante. Lucas le premier à se ressaisir réalise avec une clarté glaciale que pour empêcher de nouvelles disparitions, pour briser ce cycle qui menace de se répéter, d'engloutir d'autres âmes sensibles dans Valmont-sur-Rivière, ils doivent sceller les portes de l'écho, ces failles multiples qui parsèment la ville comme des veines infectées. Mais cela exige une intervention au cœur même de cette dimension, un rituel au bord du précipice où l'équilibre entre mondes repose sur un fil, et un sacrifice pourrait être nécessaire, non pas une vie, peut-être, mais une partie d'eux-mêmes, un souvenir, une peur, une connexion que l'écho réclamera comme tribut pour se refermer. On ne peut pas juste le boucher comme un trou dans un mur, dit-il d'une voix ferme, bien que ses mains tremblent en rangeant les archives dans son sac. Il faut le confronter, lui offrir ce qu'il veut sans le nourrir. Mila acquiesce, son esprit déjà en train de tisser un plan, des symboles inversés, des chants synchronisés, la balise comme clé et comme verrou. Élise, encore secouée, sent une détermination nouvelle l'envahir, forgée dans la vision, le gardien. Il sait qu'on vient. Mais on est plus fort, ensemble. Noah, silencieux jusqu'alors, ajoute d'une voix douce, j'ai vu la sortie, là-bas. Elle brille, si on y arrive. Ce soir-là, alors que le soleil couchant teinte la ville d'une lueur orangée et mélancolique, il se prépare dans la maison d'Élise. Un cocon de normalité fragile où l'odeur de thé à la menthe et de biscuits chauds tente de chasser les ombres. Ils réunissent leur courage, ces braises intérieures ravivées par les épreuves partagées, leurs connaissances, les plans froissés, les enregistrements transcrits, les symboles mémorisés comme des talismans et leur énergie, un cercle où ils se passent la balise de main en main, la chargeant de leur volonté collective jusqu'à ce qu'elle chauffe comme un fer à marquer. Lena leur explique, sa voix résonnant avec cette superposition d'échos qui les enveloppe comme un manteau protecteur, que Noah peut maintenant marcher et parler normalement, ses mouvements fluides malgré une raideur résiduelle, ses mots clairs bien qu'empreints d'une sagesse forcée, mais que sa présence dans l'écho a laissé des traces, des absences fugaces dans son regard, des frissons quand il touche l'eau courante comme si une partie de lui flottait encore dans le vide. Il sera notre guide, dit-elle, posant une main sur l'épaule du garçon, qui hoche la tête avec une gravité d'adulte. Il connaît les chemins, les pièges. Mais rappelez-vous l'écho sans la division. Notre unité est notre seule arme. Ils savent que ce qu'ils vont faire est dangereux, un plongeon dans l'inconnu où le gardien pourrait les attendre déformés et affamés, mais ils n'ont pas le choix. Les portes du passé, ces failles ouvertes par la curiosité humaine et nourries par les silences complices, doivent être confrontées, et le secret des disparitions, ces enfants perdus qui hantent encore les rêves de la ville, enfin révélés, exorcisés comme une malédiction levée. À minuit précis, alors que les horloges arrêtées de Valmont-sur-Rivière semblent converger en un cœur muet, ils se tiennent devant la trappe de la maison abandonnée, cette gueule béante sur la colline qui exhale un souffle froid chargé de promesses et de menaces. La nuit est claire, un ciel piqueté d'étoiles indifférentes qui regardent leur sacrifice comme des témoins éternels, et le vent léger porte l'odeur de la rivière en contrebas, un rappel de l'endroit où tout a commencé pour Noah. Lucas pousse la trappe d'une main ferme, le métal grinçant comme un avertissement final. Mila serre la balise, son pouls synchronisé avec ses vibrations. Élise prend la main de Noah, sentant le lien pulser comme une veine commune. Lena ferme le cercle, ses yeux s'illuminant d'une lueur bleue qui perce les ténèbres du sous-sol. Prêt à entrer une dernière fois dans les abysses, à affronter l'écho dans sa forme la plus pure et la plus instable, un tourbillon de blancheur et d'ombre où le gardien sommeille, ils descendent l'escalier en colimaçon, leur pas résonnant comme un serment. Le destin de Noah arraché mais pas guéri. De la ville qui palpite encore de ses plaies invisibles. Et des générations futures menacées par les échos du passé dépend de ce qu'ils feront maintenant, sceller les portes ou être scellés à jamais. Dans le silence qui les avale, un murmure monte, pas de peur, mais de résolution, et l'écho, sentant leur approche, semble retenir son souffle, impatient de la confrontation finale. La nuit de la confrontation finale est tombée sur Valmont-sur-Rivière comme un manteau de velours noir, épais et oppressant, où les étoiles semblent avoir fui devant l'imminence de l'orage invisible qui gronde sous la terre. La petite ville nichée au creux de ses collines boisées respire un silence lourd, presque funèbre, les rues pavées luisent sous la lune pâle, reflétant les halos tremblants des rares lampadaires qui n'ont pas encore cédé aux pannes intermittentes, et la rivière en contrebas murmure un chant funèbre, ses eaux sombres charriant des reflets déformés des saules pleureurs qui bordent ses rives. L'air est chargé d'électricité statique, un picotement qui hérisse la peau et fait frémir les feuilles mortes accumulées sur les trottoirs, comme si la ville elle-même anticipait le cataclysme, ses murs de pierre patinée et ses toits d'ardoise se préparant à un séisme qui ne viendra pas de la surface, mais des abysses. Lucas, Mila, Élise, Lena et Noah se tiennent devant la... Imaginé par les Français avec confiance, en seulement 3 mois. Marre des progrès lents, de la grammaire compliquée et des méthodes inefficaces? Découvrez Mastering French From à un tous et à Increment, une méthode rapide et complète. Passez de bonjour à une expression avancée, avec des leçons claires et structurées.
Tous les niveaux du sécre, la grammaire, le vocabulaire et l'oral, en seulement 15 minutes par jour. Commencez aujourd'hui. Parlez français avec confiance. Votre avenir commence maintenant. Trappe de la maison abandonnée, perché sur sa colline herbeuse comme une sentinelle oubliée, ses volets écaillés claquant sporadiquement dans la brise nocturne comme des avertissements morses. Chaque respiration est lourde, un râle partagé qui condense en nuages blancs dans l'air frisquet de l'hiver naissant, chargé d'odeurs de terre humide et de métal rouillé. Chaque pas vers l'inconnu semble peser des tonnes, leurs bottes s'enfonçant dans le sol meuble comme si la colline elle-même les retenait, consciente du sacrifice qu'ils s'apprêtent à offrir. Lucas, les épaules voûtées sous le poids de sa détermination, jette un regard à ses amis. Mila, les traits tirés par l'insomnie, serre la balise métallique contre sa poitrine comme un talisman, ses doigts blanchis par la pression. Élise, pâle mais résolue, effleure la main de Noah, sentant encore le lien spectral qui les unit pulser comme une veine ouverte. Noah, guéri mais marqué, ses yeux bruns hantés par des ombres intérieures, hoche la tête avec une gravité d'enfant devenu trop sage. Elena, silhouette élancée enveloppée dans son manteau usé, ses yeux luminescents crépitant d'une lueur bleutée intermittente, comme des éclairs contenus dans des orbes de verre. C'est maintenant, murmure-t-elle, sa voix résonnant avec cette superposition d'échos familières, un cœur réduit à une seule gorge qui porte le poids des âges. Ils savent que ce qu'ils vont affronter, le cœur battant de l'écho, ce gardien déformé par les peurs cumulées des disparitions passées, pourra changer leur monde à jamais fissuré, non seulement les fondations de Valmont mais les contours même de leur âme, les laissant écho d'eux-mêmes hantés par ce qu'ils auront vu dans le miroir brisé de la réalité. Ils descendent prudemment l'escalier en colimaçon, un à un, la trappe claquant derrière eux comme une mâchoire se refermant sur leur destin, libérant une bouffée d'air vicié qui monte les profondeurs, un mélange âcre de moisie, de minéral froid et d'ozone, comme la laine d'une caverne éveillée en sursaut. Lucas ferme la marche, sa lampe de poche projetant un faisceau jaune et tremblant qui danse sur les marches rouillées, révélant des fissures suintantes dans le métal et des toiles d'araignées épaisses comme des voiles de deuil. Les murs tapissés de pierres brutes et irrégulières sont couverts de symboles qui brillent d'une lueur phosphorescente verdâtre pulsant en rythme avec leur cœur affolé. Ces cercles barrés de lignes irrégulières gravés par des mains désespérées il y a des décennies ou peut-être par l'écho lui-même comme des tatouages vivants qui se contractent et se dilatent au gré d'une respiration invisible. L'écho vibre autour d'eux, une entité consciente de leur intrusion, un bourdonnement sourd qui remonte du sol et fait vibrer leurs os, comme si la terre elle-même protestait contre cette profanation finale. Les murs se tordent subtilement au coin de leur vision, ondulant comme des drapés de brume, et les murmures de générations d'enfants perdus résonnent soudain, un cœur spectral qui filtre des parois, des rires étouffés se muant en sanglots, des appels désespérés. Maman, où es-tu? Un mélange de peur enfantine et d'espoir ténu, comme des échos piégés qui cherchent une sortie depuis 1960, 1975, 1987, et tous les silences entrent. Élise trébuche légèrement sur une marche inégale, son souffle se coupant net, submergé par un flash de vision, des petites mains tendues dans le vide, des visages flous pressés contre une lumière blanche impitoyable. Ils nous attendent, halète-t-elle, serrant la main de Noah qui la stabilise d'un geste ferme, son propre regard voilé par des souvenirs qu'il n'a pas encore verbalisés. Lena en tête tend une main pour effleurer un symbole, provoquant un crépitement électrique qui illumine brièvement le passage, repoussant les murmures d'un battement de cils. Ils ne sont pas perdus pour toujours, dit-elle doucement, sa voix un ancrage dans la folie montante. On va les libérer en scellant ça. Mila, juste derrière, note mentalement les pulsations des symboles, son esprit analytique traçant déjà un pattern dans ce chaos, tandis que Lucas ferme les yeux un instant, puisant dans la rage contre les fantômes des scientifiques pour avancer. Au centre de ce labyrinthe souterrain, après un couloir qui semble s'étirer en une boucle infinie où le temps se distord, faisant douter de la distance parcourue, une immense salle blanche, infinie, s'étend devant eux comme un océan de néant laiteux, un vide qui avale les bords de la réalité et les recrache déformés. Les parois, s'il y en a, sont floues, fondant un horizon indistinct où le sol miroitant se fond dans le plafond et les côtés, créant une sensation de flottement vertigineux, comme marcher au cœur d'un nuage éternel. La lumière ici est omniprésente et nulle, une clarté diffuse qui n'a pas de source, baignant tout d'un éclat spectral qui efface les ombres sans les dissiper, rendant chaque pas une conquête contre une gravité fluctuante. Noah flotte au milieu de cette immensité, une silhouette fragile au centre du maelstrom, son corps menu suspendu à mi-hauteur, agité par des courants invisibles qui font onduler ses vêtements usés comme des voiles sous un vent fantôme. Entouré d'ombres qui se meuvent comme des vagues d'encre noire, ces entités rampantes et lovées qui se lovent autour de lui en motif hypnotique, il tend les mains vers eux, un geste suppliant et désespéré, mais ses mouvements sont ralentis comme retenus par une force invisible, une glu temporelle qui étire chaque geste en une éternité laborieuse, ses doigts se tendant avec une lenteur agonisante comme s'il luttait contre un océan de mélasse. Aidez!
Moi, articule-t-il d'une voix déformée, un murmure qui rebondit en échos multiples, se mêlant aux voix des autres enfants perdus. Élise s'avance la première, ignorant le picotement d'avertissement qui lui remonte le long de la colonne vertébrale, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Elle prend sa main, froide et diaphane comme du verre filé, et envoie un flot de courage et d'émotion à travers ce contact des souvenirs de rire partagés au bord de la rivière, de secrets chuchotés sous les étoiles, de la promesse muette d'une amitié indéfectible. Une lumière douce dorée émane de leur peau jointe frémissante et chaude stabilisant sa présence, Noah se solidifie légèrement ses contours se précisant. Un sourire fugace illuminant son visage pâle tandis que les ombres les plus proches reculent en sifflant comme des serpents repoussés par une flamme. Je suis là, souffle Élise, des larmes coulant sur ses joues, se vaporisant dans l'air aseptisé, son lien avec lui forgé dans les visions et les vibrations agissant comme un phare dans la tempête. Léna, sentant le moment propice, ouvre la balise que Mila lui tend d'une main tremblante, ses doigts effleurant le métal gravé qui chauffe sous sa paume comme un cœur éveillé. L'objet s'active avec un clic projetant un halo de lumière bleue et crépitante sur les symboles qui parsèment les parois floues de la salle. Ces cercles et lignes qui pulsent en réponse s'illuminant d'une phosphorescence synchronisée qui balaie l'espace comme un scanner divin. Les ombres reculent en une marée réticente, leurs tentacules noirs se rétractant dans les recoins du néant avec des grognements inarticulés, laissant des traînées froides dans l'air qui picotent la peau du groupe. Mais cette victoire est éphémère, une silhouette immense et indistincte se détache soudain du cœur de la blancheur émergeant comme un cauchemar matérialisé, une masse éthérée et colossale qui domine la salle, ses contours se tordant en forme impossible, des membres élongatèdes comme des branches d'arbres morins. Torse voilé de brume qui pulse d'une lumière intérieure malade, un visage centré où des yeux multiples clignotent comme des étoiles voraces aspirant la clarté autour d'eux. C'est l'essence de l'écho lui-même, la force primordiale qui a pris tous ces enfants au fil des décennies, façonnés par les peurs collectives, les secrets enfouis du passé, les expériences avortées de 1987, les disparitions occultées des années précédentes, les non-dits des adultes qui ont fermé les yeux sur les murmures souterrains. Vous, revenez. Toujours gronde-t-elle d'une voix qui n'est pas une voix, mais un chœur de gémissements superposés, un mugissement qui fait vibrer les os du groupe et fit sur le sol miroitant en toile d'araignée lumineuse. Léna recule d'un pas, ses yeux s'illuminant d'une lueur féroce. C'est lui, le gardien. Né des premières fouilles, nourri par nos erreurs. Mais il n'est pas invincible, il a faim, pas de force. Noah, stabilisé par le lien d'Élise, hoche la tête faiblement. Il ment. Il a peur de nous. Lucas, Mila, Élise et Léna s'unissent alors en un cercle instinctif, se tenant les mains pour former une chaîne humaine qui pulse d'une énergie tangible. Leurs paumes moites glissant mais tenaces, canalisant leur volonté collective sur un objectif commun, scellé, l'écho refermait ces portes du passé qui saignent encore dans la trame de la réalité. Mila, les yeux fermés, visualise les patterns des symboles comme des équations à résoudre imposant l'ordre au chaos. Lucas puise dans sa rage fraternelle un feu qui le consume mais le propulse. Élise irradie l'amour pur. Ce lien inaltérable qui a traversé les mondes. Elena, le pivot, projette des éclairs bleutés de ses doigts, tissant un filet d'énergie qui enveloppe le groupe comme un bouclier. Ils synchronisent leur souffle en un rituel primal, inspire, expire, un rythme qui fait battre leur cœur à l'unisson, un tambour de chair et de sang contre l'abîme. Chaque vibration dans la salle, ces ondes sourdes qui font onduler les parois comme une mer déchaînée, correspond à une pulsation de l'écho, un pouls géant qui accélère en réponse à leur intrusion, mais à mesure qu'ils s'harmonisent, que leur courage se fond en une symphonie indivisible. Les ombres reculent davantage, se dissolvant en volutes grises qui s'évaporent dans la blancheur. La lumière ambiante devient plus pure, passant d'un éclat spectral à une clarté cristalline, un diamant intérieur qui repousse les ténèbres comme l'aube chasse la nuit, illuminant les visages du groupe d'une lueur intérieure qui les fait paraître plus grands, plus entiers. Noah, entièrement stabilisé par ce flux partagé, flotte maintenant avec une grâce retrouvée, ses pieds effleurant presque le sol miroitant. Il guide leurs actions d'une voix claire, quoique encore éraillée par les échos. Là, le symbole principal au centre, inversez-le avec la balise, et les trois sur les côtés, touchez-les ensemble. Ces indications, forgées dans son calvaire, sont précises, comme si l'écho lui avait octroyé une carte intérieure des pièges et des verrous. Les murs vibrent violemment en protestation, un tremblement qui soulève des vagues dans le sol et projette des éclats de lumière comme des éclats d'obus, faisant chanceler le groupe. Des pseudopodes d'ombre jaillissent des fissures, effleurant leurs chevilles d'un froid qui ronge l'âme, murmurant des tentations. Reste avec nous. Oublie le monde au-dessus, mais ils tiennent bon, refusant de céder à la peur qui les assaille comme une marée toxique. Élise, au cœur du cercle, ressent une dernière poussée de lien avec l'écho, une traction intime presque amoureuse qui lui souffle des visions de paix infinie dans le vide, mais elle décide de rester concentrée sur la lumière et l'amour, ses forces pures capables de dépasser la peur. Elle visualise non plus les ombres,
Mais les visages des enfants libérés courant libres dans les rues de Valmont riant sous le soleil, un tableau d'espoir qui irradie de son être comme un soleil intérieur repoussant le gardien qui se tord en un hurlement silencieux, sa forme se contractant comme une plaie se refermant. Enfin, avec un ultime effort combiné, un cri primal qui jaillit de leur gorge en un cœur uni, leur volonté se fondant en une explosion d'énergie qui fait crépiter l'air comme un orage en bouteille, les symboles scintillent d'une lueur aveuglante, un réseau de lignes et de cercles qui s'illuminent en séquence, comme une serrure cosmique qui se verrouille. L'espace tremble une dernière fois, un séisme intérieur qui fait onduler la blancheur en vagues titanesques, aspirant les ombres résiduelles dans un vortex central où le gardien se débat, ses yeux multiples clignant un adieu haineux avant de s'éteindre. L'écho se contracte sur lui-même avec un gémissement sourd, une implosion qui avale le vide en un point noir minuscule puis disparaît dans un flash silencieux, laissant la salle ou ce qu'il en reste silencieuse et immobile, un cube de béton ordinaire aux murs fissurés éclairé seulement par la lampe de Lucas qui clignote faiblement. Noah est libre, stable et entier, il tombe doucement au sol, ses jambes flageolantes le portant enfin avec une normalité bienvenue, et il se rue vers Élise, l'enlaçant avec une force surprenante, des sanglots de soulagement secouant son corps frêle. « C'est fini. Merci, murmure-t-il contre son épaule, tandis que le groupe, épuisé, s'effondre en un tas haletant, leurs mains encore entrelacées, trempées de sueur et de larmes. Il remonte à la surface d'un pas chancelant, l'escalier en colimaçon semblant plus court, plus réel, les symboles sur les murs désormais inertes, ternes comme de vieux graffitis oubliés. La trappe de la maison abandonnée est redevenue une simple ouverture dans le sol, un trou béant dans le plancher craquant, sans plus de rat maléfique, comme si l'écho n'avait jamais existé au-delà d'un cauchemar partagé. Ils émergent dans la nuit qui s'éclaircit, l'air frais de l'aube les giflant comme une récompense, chassant les relents de vide et de froid de leurs poumons. La ville est calme, un calme profond et authentique, les horloges arrêtées depuis des semaines reprennent leur tic-tac régulier dans les maisons endormies, leurs aiguilles avançant avec une précision retrouvée. Les vibrations souterraines ont disparu, laissant le sol stable sous leurs pieds, et les ombres nocturnes ne sont plus que des jeux de lune innocents sur les façades. Noah serre Élise dans ses bras une dernière fois, reconnaissant envers le groupe d'un regard qui dit tout gratitude infinie. Fraternité forgée dans l'abîme, tandis que Mila range la balise désormais froide et inerte dans son sac, un artefact d'une ère close. Lina, elle, s'attarde un instant au seuil de la maison, son manteau claquant dans la brise matinale, ses yeux luminescents s'adoucissant en une lueur presque humaine. « Ma mission est accomplie », dit-elle simplement, un sourire énigmatique aux lèvres avant de disparaître dans la nuit, s'évanouissant dans les ombres des arbres comme un fantôme bienveillant. Laissant un mystère, était-elle une survivante de 1987, une émanation de l'écho lui-même ou un guide envoyé par les échos des enfants libérés? Son départ est un vide doux amer, un chapitre qui se ferme sans explication, mais avec la promesse qu'elle veillera, quelque part. Lucas, Mila, Élise et Noah sortent de la maison pour de bon, leurs silhouettes se découpant contre l'horizon qui rosit, conscients que leur vie ne sera plus jamais la même, les nuits porteront toujours une pointe d'appréhension, les rires une profondeur nouvelle, et les silences une richesse de souvenirs. Ils ont affronté l'inconnu, le touchant du bout des doigts dans sa blancheur infinie. Libéré un ami des chaînes d'un monde parallèle qui menaçait d'engloutir leur réalité. Et scellé un abîme qui avait faim de peur et de secrets depuis des générations. Valmont-sur-Rivière reprend son rythme habituel au lever du jour, les premiers coqs chantent dans les fermes isolées, les boulangers allument leurs fours avec des jurons familiers et les enfants, ceux qui restent, courent déjà vers l'école, leurs pas légers sur les pavés encore humides de rosée. Mais pour eux quatre, chaque bruit, le craquement d'une branche, le clapotis de la rivière, chaque ombre celle d'un arbre au crépuscule, d'un nuage fugace, chaque silence une pause dans une conversation, une nuit sans murmure est désormais porteur de souvenirs de l'écho. Non plus une terreur, mais une leçon gravée dans leur chair, un rappel que le monde cache des portes, mais que le courage les referme. Et tandis que le soleil se lève sur la rivière peignant l'eau d'or et de reflets dansants, effaçant les remous suspects de la veille, ils s'arrêtent au bord de la colline, le vent frais caressant leurs visages fatigués mais illuminés. Ils savent que même si la porte est fermée, scellée par leur unité, leur amour, leur foi, l'aventure, la curiosité insatiable qui les a menés dans les abysses et le courage qu'ils ont cultivé comme une arme contre l'ombre continueront de les guider pour le reste de leur vie. Valmont-sur-Rivière n'est plus seulement une ville. C'est leur bastion, leur miroir, et dans ces replis, ils veilleront, unis, prêts à affronter les échos qui pourraient encore murmurer « la fin » ou peut-être juste un nouveau commencement.